ce soir avec nous Monsieur Sébastien et Victor. Bienvenue à vous. Bonjour Anthony, Comment allez-vous? un bonsoir plutôt. Plutôt bonsoir, exactement. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci Magnifique. de nous inviter. Avec grand plaisir, magnifique. J'ai eu l'occasion de parler du coup avec Victor, en effet, en off. On a discuté ensemble la semaine dernière et de justement Archétype, donc un projet qui est vraiment super intéressant, qui va sûrement intéresser beaucoup de personnes. Il y a déjà pas mal de personnes de la communauté qui connaissent déjà le projet aujourd'hui, mais je pense que ça vaut la peine du coup qu'on va partir quand même sur une certaine présentation du projet pour les autres personnes qui ne sont pas encore au courant. Mais peut-être qu'on peut commencer avec une petite présentation de Victor et puis de Sébastien, Oui, avec très nous ce bien. soir. Je vous laisse du coup. Je vais laisser Victor et puis je compléterai par la suite. Magnifique. Pas de souci. Merci de nous accueillir, Anthony. Bonjour à tous. Victor Laforgue, CBDO de Archétype. J'ai rejoint Archétype il y a maintenant 3 ans et demi. Personnellement, je suis dans la crypto depuis 5 ans. Tout ce qui est DeFi, infrastructure, tout ce dont tu parlais voilà, quelques minutes avant qu'on arrive, j'adore ça. Et c'est ce qu'on va justement développer avec Archétype, un écosystème grandissant. Voilà, juste pour l'introduction. Ensuite, je vais laisser Sébastien s'introduire également. Magnifique. Alors, effectivement, en fait, moi, en fait, je baigne dans la cybersécurité depuis des années. Et l'histoire a commencé par un dispositif biométrique. En gros, je m'occupais de la bancarisation un peu en Afrique et il y avait un gros problème de connaissance de l'informatique, comment on faisait la technologie, ainsi de suite. Et donc, on en est revenu en fait aux fondamentaux en disant comment je m'identifie, en fait simplement en prouvant que je suis moi. Comment je prouve que je suis moi directement avec ma biométrie, c'est-à-dire simplement mon réseau veineux, mes empreintes, etc. Et donc, on a travaillé d'abord sur cette partie, c'est-à-dire comment être certain que quand on est authentifié, c'est bien nous et que ce soit pas non plus encore un mot de passe de 50 caractères pour pouvoir s'identifier, pour que justement ça puisse s'adresser à toute la planète. Et donc, on a utilisé en fait quelque chose d'assez simple qu'on a tous, qui est fait le réseau veineux qu'on a dans nos doigts, qui est unique pour chacun, et qui, à partir de là, en fait, permet de générer des clés crypto. Donc, les clés privées qui sont en fait la route key qui vont permettre en fait de générer plein de clés derrière. Et puis, une fois qu'on a fait ça, donc il y a un des brevets qui est derrière. Très important. Bon, sur quelle blockchain on va se mettre. Donc, on est un peu tous amoureux de la blockchain Bitcoin, mais on s'est dit, bon, c'est impossible de le mettre dedans, on n'arrivera jamais à mettre l'identification décentralisée avec ce moyen-là sur Bitcoin. Et donc, on a commencé à plancher sur notre blockchain. Le gros avantage, et c'est là où on rejoint un peu Satoshi Nakamoto, qui, en gros, dans ses premières publications, disait que c'était une expérimentation. Et on a vu les énormes avantages. Moi, j'ai commencé à faire des conférences sur le sujet, donc ça fait en 2013 ou 2014 à Toronto. Technologie magnifique qui part du principe que, effectivement, n'importe quel nœud peut être malicieux. Alors, ça a l'air tout bête, mais c'est un fondamental de l'informatique qui n'avait jamais été pris en compte avant l'avènement de cette technologie. Sauf que, effectivement, la proof of work consommait énormément d'énergie, qu'on ne va pas pouvoir mettre toutes les transactions de la planète avec 10 transactions par seconde. Et puis, il y a beaucoup d'usages supplémentaires. L'identité, c'en est une. Les smart contracts qui ont été apportés par Ethereum, c'est pareil, c'est magnifique. Mais d'un autre côté, nous, ce qui nous allait pas trop, c'est que c'était pas, on perdait un peu la notion du TXO. Et c'est là où on a vraiment travaillé à fond sur la partie blockchain. Donc, on a eu la chance d'être rejoint par des gens de Polytechnique et du CNRS pour nous aider à travailler sur la partie consensus, qui s'appelle ARC, d'où Archétype. Donc, voilà un peu la genèse un peu de ce projet. Donc, avec une scalabilité, en tout cas en théorie, infinie, une consommation d'énergie réduite de 3 milliards de fois par rapport à Bitcoin, et puis effectivement des capacités smart contract UTXO qui n'ont jamais été exploitées jusqu'à là. Et puis bien sûr la partie biométrique qui est un petit peu le début du projet. Magnifique, super. Et donc, juste avant ça s'appelait Uniris, ou bien ça s'appelle toujours Uniris. Quel est le lien en rapport avec ce nom-là? Alors, effectivement, c'est une question alors qui concerne un petit peu aussi la fiscalité. C'est-à-dire qu'effectivement, si une entreprise commerciale déploie une blockchain publique, en fait, il y a un gros problème de qui est le responsable. Donc, quand on paye les mineurs, est-ce que c'est un salaire de Uniris ou est-ce que c'est un salaire d'une blockchain qui est complètement indépendante et autonome sur Internet?
Arketic, c'est ça. C'est-à-dire, en gros, il a fallu rebrander par rapport à ça. Donc, il y a des entreprises commerciales comme Uniris, comme Arketic Technologies qui est en train d'arriver. Mais par contre, effectivement, le projet, c'est-à-dire l'équivalent Bitcoin, c'est Arketic. Magnifique, super. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, parce que vous êtes basé en France, si je ne me trompe pas, donc voilà, il y a encore maintenant des choses qui sont un petit peu complexes, je pense. Hein. Moi, je suis ici en Suisse, donc c'est peut-être aussi un petit peu différent. Mais voilà, il faut suivre un tout petit peu comme l'État le dit, et puis on va faire au mieux possible. Mais d'ici, je pense, les années à suivre, automatiquement, ça va aussi s'améliorer. En tout cas, je pense en tout cas que la France va faire un très bon travail sur ce côté-là, je pense. Donc on est plutôt bien pour l'avenir, en tout cas. Tout à fait. Exactement. Donc, on a parlé un tout petit peu donc, de cette blockchain. Donc, c'est une blockchain apparemment qui est bien sécurisée. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus en détail pourquoi c'est une blockchain peut-être même la plus sécurisée des écosystèmes aujourd'hui sur le marché? Voilà. Donc, on va reprendre les fondamentaux de Bitcoin. Bitcoin, c'est j'ai un ensemble de mineurs. Je ne sais pas qui est malicieux, qui n'est pas dans le lot. Et il va falloir que j'en élise un de façon complètement aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout prédire à l'avance qui sera élu en tant que mineur pour assurer un petit peu de sécurité dans ce réseau, pour que même si un bloc, à un moment donné, est validé par un mineur malicieux, le bloc d'après invalide ce bloc-là pour que la blockchain soit cohérente de bout en bout. Donc ça, c'est le principe de base de Bitcoin, qui est génial, parce qu'effectivement, c'est complètement décentralisé, il n'y a besoin d'aucun prérequis. Le gros problème, c'est qu'effectivement, c'est la proof of work. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on envoie une transaction, des centaines de milliers de mineurs vont travailler sur la validation de cette même transaction, et il y en a un qui gagne, effectivement, tous les autres ont travaillé pour rien. Donc, on s'est dit, OK, dans les fondamentaux, ce qui est important, c'est comment on élit un mineur pour qu'il puisse justement valider une transaction et ensuite répliquer cette transaction. Donc, on a travaillé sur deux aspects. Le premier, c'est comment on élit. Donc, en gros, on s'est basé sur une propriété mathématique qui s'appelle la répartition hypergéométrique, qui permet, en fait, à partir d'un tout petit panel, d'avoir le même consensus que si on avait demandé à tout le monde, à 10-9 près. Donc, c'est extrêmement robuste et ça demande extrêmement peu de consommation d'énergie. Et de la même façon, sur la réplication des données, parce que c'est pareil, si on envoie une transaction et que c'est répliqué sur l'ensemble des nœuds, à un moment donné, quelle que soit la taille du réseau, on peut mettre de la fibre partout, ça ne tiendra jamais. Et donc là, c'est ce qu'on appelle du sharding. Et le sharding répond à peu près à cette même contrainte. Et ce qui fait qu'à la fin, il y a plus de problématiques de contention. En fait. Ok, magnifique. Et on peut aussi bannir les nœuds malicieux, c'est ça? Tout à fait. En gros, sur un consensus comme Bitcoin, par exemple, c'est pas grave qu'il y ait des désaccords. Sur le nôtre, s'il y a un désaccord, là, en fait, le réseau passe en mode exception et va donc essayer de comprendre pourquoi il y a des accords entre plusieurs mineurs sur la validation d'une transaction. Donc, en gros, il y a à peu près 5-6 mineurs qui vont valider réellement la transaction et qui vont la répliquer sur à peu près 200 nœuds. Et l'ensemble de ces 200 nœuds vont devoir chacun valider la transaction. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne? Et s'il y en a un sur ces 200 qui dit, il y en a une que c'est pas bon, dans ce cas-là, en fait, le réseau lui-même élit un nouveau pool pour valider ou pas la transaction et donc bannir le nœud qui serait à l'origine ou les nœuds qui seraient à l'origine d'une mauvaise validation. C'est excellent ça. En fait, on est dans un consensus finalement qui n'est pas une DAO, mais en fait, on retrouve finalement quand même un tout petit peu ce mode DAO où finalement on a l'impression qu'on peut voter en tant que mineur parce que on participe finalement dans ce réseau puis en disant moi je suis pas d'accord avec ça. Moi je trouve qu'il n'y a pas eu un bon travail qui a été fait ici, ce qu'on peut pas spécialement faire aujourd'hui chez Bitcoin. Et donc en effet, et moi j'adore Bitcoin hein, donc je veux pas non plus trop attaquer qu'on soit d'accord, mais j'aime beaucoup du coup en effet ces idées là en tout cas. Ok, top. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer, j'ai trois autres questions, mais vu qu'on est en train de parler de ça, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui cette blockchain autant sécurisée que celle du Bitcoin, ou plus sécurisée que celle du Bitcoin, ou moins? En fait, voilà, exactement. En gros, il y a deux aspects dedans. C'est-à-dire, le premier, c'est quel est l'impact d'un mineur malicieux sur le réseau. Donc, on sait que sur Bitcoin, effectivement, si on a plus de 51% du réseau qui est malicieux, effectivement, on va se retrouver qu'un réseau qui sera corrompu. Parce qu'en gros, on pourra faire du double spending, on pourra valider des choses qui n'ont aucun sens, parce qu'effectivement, la majorité sera d'accord pour la valider. Ensuite, il y a bien sûr la PBFT. Dans ce cas-là, effectivement, ça augmente, c'est-à-dire qu'on
il faut atteindre les 66%, donc c'est un peu plus dur. Mais c'est pareil, bon, on n'est pas loin non plus des 51. Donc c'est pour ça que, en fait, nous, on a atteint 90% de mineurs malicieux autorisés dans le réseau. Alors attention, hein, ça paraît génial, mais en même temps, ça veut dire que le réseau est en exception, et donc la latence va être beaucoup plus grande. Mais par contre, effectivement, même avec 90% de mineurs malicieux, on a un risque d'avoir une transaction erronée à 10-9. Enfin, c'est 8 zéros derrière la virgule. Enfin, c'est extrêmement faible. En gros, c'est les standards qu'on retrouve, par exemple, dans le nucléaire ou dans l'aérospatial, par exemple. Ouais, c'est fou ça. Alors, Ouais. non seulement aujourd'hui, je pense que la scalabilité, c'est une des choses les plus importantes finalement sur les blockchains et dans beaucoup d'écosystèmes qu'on voit, hein, que ce soit mettant du Solana, Elrond, Avalanche et autres. C'est vrai que la scalabilité, c'est la chose qu'on cherche en tout cas dans ces blockchains. Et on sait que quand on a en effet quelque chose qui augmente, donc on a plus de sécurité, peut-être qu'on a moins de transactions par seconde et vice-versa. Donc aujourd'hui, vu que vous êtes beaucoup dans l'identification, donc après on va revenir un petit peu plus là-dessus parce qu'on parle pas mal technique là. Quelle est l'importance finalement d'avoir une blockchain autant scalable, qui a l'air en tout cas plutôt parfaite même, si on regarde ça comme ça, pour justement votre projet finalement qui est derrière? Alors, en gros, on a une petite ambition, c'est de remplacer Internet. C'est-à-dire, en gros, sur Internet, il y a des choses extraordinaires, mais le problème, c'est la probité. C'est-à-dire, on peut hacker n'importe quel site, on peut hacker n'importe quel email. Et ce qui fait, on se retrouve dans un flot d'informations, on ne sait pas vraiment qui est qui, et qui n'est pas du tout adapté non plus pour les transactions économiques. Et avec des choses enfin, c'est triste que, allez, 60 ans après la création de l'ère Internet, 50 ans, pardon, on soit encore à se poser des questions d'automatisation, de comment ça se passe si j'automatise quelque chose et que le réseau central qui est censé le lancer tombe. On se pose encore des questions pas possibles. Sur l'identité, c'est pareil. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, qu'on soit encore avec nos mots de passe, mais enfin, on se demande qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 50 ans. Et c'est pour ça que nous, on s'est dit, bon, allez, on va pas laisser les choses dériver comme ça, et on va s'y mettre. On va proposer notre solution, apporter notre pierre à l'édifice pour justement proposer un Internet un peu plus scalable, enfin, pas scalable, pardon, un peu plus sécurisé, un peu plus probant, et qui va aussi permettre de gagner un peu d'anonymat, retrouver l'anonymat qu'on a complètement perdu ces dernières années. Ok, magnifique, ouais, super. Donc, aujourd'hui, finalement, alors, juste une petite dernière chose. Donc, on a parlé avant de 200 nœuds. Aujourd'hui, il y a combien de nœuds qui tournent maintenant sur la blockchain? Est-ce qu'on en a donc 200 ou est-ce qu'on en a plus? Alors, on en a un petit peu moins. On en a un petit peu moins. En gros, alors, je pourrais faire voir à quoi ça ressemble. Ah, super Donc ça. là, on a une partie des nouveaux mineurs qui arrivent. En fait, pour l'instant, on utilise typiquement ce type de PC qui consomme une vingtaine de watts. Et donc, dedans, on utilise un composant qui s'appelle le TPM et qui va permettre en fait d'identifier de façon certaine le nœud. C'est-à-dire et c'est ça qui fait qu'on a du mal. Alors, c'est pas qu'on a du mal, mais ça prend plus de temps à déployer. Là, on a reçu un batch de 50 mineurs. Il nous a fallu plus de 6 mois pour les commander. C'est-à-dire, on les a commandés en août et on les a reçus là la semaine dernière. Donc, c'est ce qui fait comme on a un prérequis hardware, c'est un peu plus long à déployer, mais par contre, là, dès que les fournisseurs réouvrent les LAN, effectivement, ça va beaucoup augmenter. Ouais, tout à fait. On a vu ça un petit peu du côté de Helium aussi. Du moment que le hardware est présent, les gens y participent, ils sont là. Mais ça peut des fois être un petit souci hein, quelque part. C'est que s'ils ne délivrent pas à temps, bah voilà, on est des fois même en attente. Et puis que le projet, des fois, bah, il doit repousser même des dates ou repousser les choses qu'on a prévues sur la roadmap. C'est pas toujours évident non plus. Ok, super. Du côté de l'identification, alors on a parlé de l'identification, donc avec, je suppose, soit un doigt, soit avec une main. Le but ici, finalement, c'est de se dire, alors moi, je suis pas du tout dans le tech aujourd'hui, pour être honnête, je ne connais pas grand-chose, et je dois avouer que j'en ai complètement marre avec mes mots de passe, non seulement parce que je ne sais pas combien, j'en ai beaucoup trop. J'en oublie, je dois les sécuriser. Aujourd'hui, beaucoup de personnes les sécurisent en pensant qu'ils sont sécurisés parce qu'on les met sur un note texte sur notre ordinateur, donc ils pensent que c'est bien. C'est peut-être pas du tout, enfin, c'est pas du tout sécurisé non plus. Donc, il faut qu'on trouve des solutions pour ça. C'est fou qu'on doit attendre 2022 même pour avoir des solutions, même qu'il y en a sûrement. Mais quel est votre but finalement donc avec cette identification pour que non seulement ce soit plus simple, que ce soit
Du coup, la sécurisation, on pourra peut-être revenir un petit peu dessus, mais voilà, qu'est-ce que vous proposez du coup comme produit là-dessus? Ouais. Alors, la première chose, c'est qu'en fait, on crée en fait un portefeuille d'identité. C'est-à-dire, on a une identité unique et à partir de laquelle on va générer en fait des millions d'identités, une pour Gmail, une sur notre wallet, sur notre smart contract, pour ouvrir notre voiture et ainsi de suite. Cette identité mère, en fait, on va pouvoir y accéder de plusieurs moyens. Donc, effectivement, on va pouvoir le faire avec le réseau veineux, on va pouvoir le faire avec son smartphone, on va pouvoir le faire avec n'importe quoi derrière. En fait, tout ce qu'on utilise aujourd'hui sera compatible. Mhm. Ce qu'on essaie juste d'apporter, c'est la brique supérieure, c'est-à-dire celle qui va permettre de prouver qu'on est bien nous et d'être certain qu'on n'est pas en train de dormir, qu'on n'est pas en train de nous obliger de faire quelque chose en même temps. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la proof of work. Donc, il y a une mini proof of work quand même dans notre consensus. Et cette proof of work va valider que c'est bien, quand je m'identifie à partir de mon dispositif biométrique, que c'est bien un dispositif biométrique réel, c'est-à-dire qui est bien connu et qui a les bonnes clés. Ce qui veut dire, alors c'est là où ça devient encore plus intéressant. Ça veut dire que là, je pourrais mettre sur le chat, par exemple, toutes mes clés privées associées à mon doigt. Personne ne pourrait rien en faire parce qu'il faudrait en fait pouvoir pousser sur le dispositif biométrique en fait ces clés, sans quoi en fait elles seraient complètement inutiles dans le reste du réseau en fait. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire que c'est pas du tout agnostique, c'est-à-dire ça prend n'importe quel moyen, hein, si on préfère le faire avec notre reconnaissance faciale, avec le doigt, enfin avec l'empreinte digitale, ou avec le dispositif biométrique, ou avec sa clé Ledger, et ainsi de suite. Et en même temps, on apporte un niveau de sécurité qui est adapté. C'est-à-dire, typiquement, je prends à chaque fois cet exemple-là parce qu'il est parlant, mais quand je vais aller voter, par exemple, pour les présidentielles, effectivement, c'est bien gentil que ce soit mon téléphone qui soit identifié, mais à un moment donné, là, il y a besoin de savoir que c'est vraiment moi qui vais voter. Et en fait, par exemple, si je dois retirer 1 million d'euros sur mon compte, bon, ce que je n'ai pas, hein, si je dois retirer 1 million d'euros sur mon compte, je préfère que ce soit vraiment moi et pas quelqu'un qui se balade avec mon téléphone et qui connaît le code. Donc, c'est tout ce type de mécanisme qui permettent en fait de contextualiser l'authentification sans pour autant bloquer d'autres authentifications. Ouais, tout à fait. Alors, non seulement on va simplifier tout, mais vous êtes vraiment, je suppose, en train de faire du brainstorming sur plein d'aspects différents sur vraiment la sécurité, parce que finalement, si vous voulez être connecté partout, je suppose que si maintenant, voilà, je veux me connecter à ma voiture, je veux me connecter avec un compte Gmail ou je veux faire un paiement, c'est des sécurisations différentes. Vous devez travailler avec vous êtes peut-être avec des intégrations d'Oracle ou autres qui doivent aussi arriver. On pourra revenir un petit peu aussi sur les oracles parce que je crois que vous avez vos propres oracles. Et donc, ouais, moi je trouve ça vraiment super intéressant. Je suis vraiment passionné par ça. Et si, pour le proof of work, je voulais juste revenir un petit peu là-dessus parce que j'ai eu une conversation encore aujourd'hui même avec un maximaliste Bitcoin. Et puis voilà, moi je suis convaincu que le proof of work c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et puis la preuve de travail c'est quelque chose sur lequel on peut faire beaucoup de choses. Est-ce que ce proof of work là, est-ce qu'il y a un coût ou est-ce que c'est calculé pour qu'il n'y ait pas de coût dans le proof of work de votre côté? Alors, il y a un coût assez faible. C'est-à-dire, en gros, alors pour le faire de façon simple, en gros, par exemple, un dispositif biométrique va avoir une clé, bien sûr, une clé qui va l'identifier en étant certain que c'est lui, hein, c'est une clé hardware. Mais par contre, le réseau va connaître sa clé publique. Mais il va connaître la clé publique de centaines de milliers d'autres dispositifs biométriques. Et donc, la proof of work, ce sera de retrouver par rapport à la signature, en fait, la clé publique correspondante. Ça permet deux choses. Ça permet déjà d'être certain que c'est bien un dispositif biométrique connu, et ça permet de savoir que il n'y a pas de fake en fait dans cette proof of work. C'est-à-dire celui qui n'a pas accès en fait à cette liste serait incapable de pouvoir sortir une clé publique à partir d'une signature. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que c'est suffisamment compliqué pour que n'importe qui puisse pas le deviner trop rapidement, mais c'est pas trop compliqué non plus pour éviter de perdre du temps non plus dans la validation de la transaction. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et puis, il y a aussi le côté du spam bot qui est extrêmement important parce que du moment qu'on met en place un proof of work qui est gratuit, donc voilà, on met en système en place quelque chose où on doit prouver, on doit faire du travail, mais que finalement, ce travail, il est gratuit, en fait, automatiquement, on va attirer énormément de bots, on va attirer plein de personnes qui vont profiter de ce système pour pouvoir trouver en effet des solutions. Donc, je suis convaincu aujourd'hui qu'il faut avoir en effet quelque chose qui va arrêter ces spams aussi, ce qui est très important. Et donc, voilà. Donc, en tout cas, magnifique. Super.
Est-ce qu'on peut, avant de partir, je voulais partir un petit peu aussi sur les oracles. Alors, Victor, après, voilà, je sais pas, on parle pas mal technique, je suis désolé. Je sais pas si après tu voudrais, n'hésite pas à Non, rebondir, hein. non, justement pour rebondir peut-être sur Mhm. l'aspect biométrie, parce qu'on parle souvent et beaucoup de biométrie, et donc on parle du réseau intraveineux qui va être scanné, donc ça peut faire penser aux gens qu'il va falloir mettre en place des infrastructures qui vont être lourdes au niveau développement. Nous, sur Arketic, on va permettre en fait aux entreprises, aux applications qui vont être développées chez nous, un niveau de sécurité qui va être réglable, dans le sens où on va pouvoir, par exemple, la société qui va développer le mail décentralisé, par exemple, moi, je vais envoyer un mail, j'ai pas envie de devoir scanner mon doigt à chaque fois que je vais envoyer un mail. Par contre, au moment où je vais devoir faire un transfert d'informations extrêmement sensible, ou justement, comme disait Sébastien, un transfert d'un montant important, là, je vais pouvoir accéder à ce niveau ultime d'identification ultra Hmm. sécurisé. Donc, sur notre blockchain, vous allez pouvoir utiliser, et c'est des applications qui vont proposer à leurs utilisateurs différents niveaux. On va pouvoir passer par un simple mot de passe, identification faciale, fingerprints, jusqu'au niveau du réseau, du scan du réseau intraveineux. Voilà. Ok, ouais, ça c'est super intéressant, ça, ouais, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un tout petit peu je dirais pas problématique, mais on retrouve ça beaucoup aussi typiquement dans les NFT, des gens qui achètent des NFT pour des grandes sommes d'argent aussi. L'identification finalement, alors j'ai minté les NFT, donc je suis le proprio. Oui, mais comment est-ce qu'on peut le prouver? C'est aujourd'hui encore un gros problème de OpenSea typiquement, et donc je pense qu'il y a plein de problèmes à résoudre. Vous êtes sûrement occupé avec ça tous les jours, donc Bah exactement, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de la partie identité mère, mais en fait, dans cette identité mère, tu vas avoir aussi tes NFT reliés. C'est-à-dire que hmm, tu t'identifies, tu arrives avec ce que tu es, et selon que tu te connectes, enfin, que tu veux ouvrir ta voiture, que tu vas sur Gmail et quoi que ce soit, automatiquement, ça va se connecter à la bonne, comment dire, dérivation de clés qui va permettre de t'identifier. tout Et à c'est là fait. où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on est enfin connu en tant qu'une seule personne, quoi. Exactement, C'est ouais. notre affaire, cette identité mère, et après, on peut avoir autant de pseudonymes ou autres qu'on veut. Mais Hmm, en tout cas, à un moment donné, c'est bien que nous, quoi. ouais. Ah, Je c'est ne juste. recrée pas 10 identités différentes, 10 mots de passe différentes à chaque fois que j'achète un aspirateur connecté ou autre, quoi. Exactement. Mais elles sont Pour protégées parler et anonymes si tu le souhaites, de quelque au chose qui passage. m'est arrivé Ça, récemment. c'est un bon point aussi à dire, en effet, ce côté anonyme, je pense. Mm. Parce que c'est très important aussi. Et c'est vrai que Et- c'est. Ouais, tout à fait. C'est. Aujourd'hui, moi, personnellement, j'en ai marre, hein. Je fais trop de KYC. Pour être honnête, j'ai l'impression que chaque semaine, je dois faire un KYC, que je dois prouver que je m'appelle Anthony Wutz. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, on en a marre. Et il y a un moment donné où il faudra trouver quelque chose. Tout à Euh, fait. On est les, deux. Voilà, exactement. Les smart contrats aujourd'hui, est-ce que vous avez, bon, donc voilà, vous avez aussi des smart contrats aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur vos smart contrats à vous? Ouais, tout à fait. Alors, nos smart contracts sont un petit peu différents parce qu'ils sont en UTXO. Alors, en UTXO, ok, super. En fait, ce qu'il y a de bien, hein, c'est qu'il n'y a pas d'état dans le smart contract lui-même. C'est-à-dire, le smart contract est lancé. Donc, je lance, par exemple, comme on fait de l'hébergement web, donc je lance une plateforme e-commerce. Il y a 10 polos bleus, 10 polos blancs. Et en fait, qu'est-ce qui va gérer mon stock? Et bien, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui va acheter un polo blanc, ben, en fait, ça va pas changer l'état de mon smart contract, mais on va voir qu'effectivement, il y a une transaction pour l'achat d'un polo blanc. Du coup, il n'y en a plus que 9 derrière. Mm. Et c'est ça, en fait, le gros avantage de l'UTXO, c'est-à-dire que tout est prouvé. Il n'y a pas on se retrouve pas dans un état d'un smart contract qui aurait été changé sans qu'on connaisse l'origine, en fait. Mm. Ok, Donc ça, ça c'est la c'est. première partie. Mm. Bien. Et Ouais. deuxième, alors je sais pas si je pars tout de suite sur les oracles ou si. Tu peux partir si tu veux. Alors après, je voulais te poser la question sur les oracles, mais je voulais juste savoir peut-être encore juste pour les smart contrats. C'est aussi extrêmement simple pour une personne qui n'est pas du tout dev pour Ouais, pouvoir aussi participer ou pas? Je voulais juste revenir ouais, là-dessus. faut vraiment pas oublier donc comme moi je viens de l'Afrique, on va dire dans le sens en déployant Orange Money là-bas. Il faut vraiment arrêter avec la technologie partout, avec des acronymes partout. Et en gros, là, on l'a réduit au minimum. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de langage de programmation, c'est juste de la spécification. Mm. C'est-à-dire, on dit, bon, ouais, voilà, qu'est-ce que je demande en prérequis, vers qui je veux envoyer, et ainsi de suite. Donc, en gérant l'identité, bah, effectivement, ça permet de dire pas forcément une chaîne de caractères, mais ça peut dire directement la personne. Ce qui fait qu'à la fin, c'est quand même beaucoup plus simple. On va dire que c'est des spécifications.
Donc, par exemple, je peux dire, je veux en contrainte héritée. Voilà, ça ressemble à un gros mot, mais ça veut dire simplement que cette contrainte-là, dans mon smart contract, elle va pouvoir se faire à chaque fois que je mettrai à jour le smart contract. Alors, petite chose également, on a apporté quelque chose qui est quand même pas mal pour l'écosystème, c'est que c'est des smart contracts modifiables, upgradables. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'effacer mon ERC20 et d'en recréer un autre quand j'ai fait une erreur dessus. Donc ça, c'est énorme. C'est pour une fois, on va pouvoir enfin mettre à jour aussi ces smart contracts. Et ça, c'est quand même sympa. Tout à fait, exactement. Ouais. Il n'y a pas un problème de... Si il y a des gens qui utilisent un smart contract, imaginons, et puis qu'ils sont déjà dedans, ils sont dans l'utilisation, et que d'un jour à l'autre, quelqu'un qui le modifie, qui peut avoir un problème. Alors, du coup, c'est pour ça que je t'ai parlé avant des contraintes héritées. C'est-à-dire qu'il y a des choses que jusqu'à la fin de la vie du smart contract, toute sa chaîne, tu pourrais jamais le modifier. C'est-à-dire si par exemple c'est une multi-signature obligatoire de 3 personnes et que c'est une contrainte héritée, ça veut dire que même avec la 500e mise à jour du smart contract, c'est pareil. Celle-là, elle sera forcément copiée sur le smart contract d'été. Ok, ouais, magnifique. Ok. Alors, Donc, par contre, effectivement, il ne faut pas se tromper, sinon on retombe dans le même. C'est ça, exact, ouais, tout à fait. Si tu veux, du coup, je te laisse du coup partir aussi sur les oracles, parce que vous avez, je crois, vos oracles donc internes, hein, c'est vos propres oracles, pour aller justement vérifier un tout petit peu les sources et puis pour aller valider. Donc peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus. Mais en fait, encore une fois, si tu veux, on se base sur la répartition hypergéométrique. C'est-à-dire que pour aller vérifier une information, par exemple sur la météo, donc on va se baser sur plusieurs sites, hein, sur Yahoo, sur Météo France et ainsi de suite. Et ça va être surtout vérifié depuis plusieurs points sur la planète. Ce qui fait que même dans une attaque DDoS sur le DNS ou autre, c'est pas grave, ça va peut-être impacter une partie des mineurs, mais pour le reste, ils vont tous se dire, ok, bon, bah, pour nous, à 90%, il a fait beau à New York à telle date. Et dans ce cas-là, effectivement, on se retrouve avec une information validée. Le gros avantage, c'est que comme elle est native à la blockchain, ça, tu l'intègres directement dans ton smart contract. Tu dis if, enfin condition, plus 30 degrés à New York, alors, blablabla. Tu vois, c'est là l'intérêt, c'est que c'est natif. Et surtout, on n'a pas besoin de repartir sur quelque chose de centralisé pour aller récupérer l'information du monde extérieur. Ouais, ça c'est encore un débat, hein. Les oracles aujourd'hui, c'est vrai que c'est très complexe. On a beaucoup des avis différents aussi de ce qui est bien, ce qui est pas bien. Alors, Chainlink est en train de cartonner, mais c'est vrai qu'il y a des choses, je pense que c'est encore très jeune. Il faut réussir à trouver le parfait, si on peut le dire ça comme ça, même qu'il n'y aura jamais de parfait, il y aura toujours de l'évolution. Mais je pense que d'avoir des oracles internes, c'est vraiment une très bonne chose, si ça correspond en tout cas au projet. Donc, Exactement. En fait, on va dire le point d'un oracle, c'est juste, comment dire, un regard sur le monde réel. Et en fait, dans le monde de la blockchain, c'est que des mathématiques. Donc là, on va regarder, mais effectivement, là, par exemple, on ne peut pas demander un consensus atomique. C'est-à-dire, on ne peut pas demander à tout le monde d'être d'accord sur une donnée, parce que peut-être qu'il y en a un qui va avoir du mal, il va passer par un proxy, il va avoir une donnée un peu vieille, et ainsi de suite. Là, on s'attaque au monde réel avec plein d'erreurs, en fait. Exact. Là où c'est intéressant. Tout à fait. Et c'est surtout, Anthony, si je peux ajouter quelque chose, Bien sûr. c'est surtout le Graal de la finance décentralisée, dans le sens où aujourd'hui on a quelques projets qui essayent de faire de la DeFi on-chain, et donc c'est extrêmement prisé parce que tu rejoins comment dire, l'idée de décentralisation ultime et de spéculation sur la décentralisation. On a des projets comme Euler notamment, comme d'autres projets qui font de la DeFi on-chain, et ils peuvent uniquement spéculer ou uniquement développer sur ce qui est on-chain, donc par exemple le hash rate ou d'autres métriques qui sont sur la blockchain mais qui sont assez limitées. Et en fait, ça va permettre un tout nouveau genre de finance décentralisée et de cas d'usage DeFi qui n'avait jusqu'alors pas été réalisable. Et ça va être incroyable parce qu'on va, enfin, je pense que tout le monde ici et toi certainement a vu l'explosion, pardon, de la DeFi durant l'année qui est passée. Donc, on peut imaginer une telle explosion sur des cas d'usage qui vont être multipliés puissance 10 000, quoi. Ça va être incroyable. Et surtout que quand il y aura plus de sécurité et plus de simplicité aussi, parce qu'aujourd'hui, comme tu as très bien dit, on a tous vu, on a fait cette explosion du DeFi qui était juste incroyable, mais finalement, quelque chose qui a été lancé avec très peu de sécurité. La majorité des gens qui se lancent dedans
ils n'ont pas la connaissance nécessaire pour savoir ce qu'ils sont en train de faire avec leurs propres fonds. Et c'est quand même toujours très important, je me répète toujours là-dessus, mais voilà, du moment que les gens ils investissent leur argent puis qu'ils posent de l'argent quelque part, c'est toujours important de savoir à peu près où est-ce qu'on met notre argent, parce que la majorité des gens, c'est le cas aujourd'hui dans la crypto, ils savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas l'éducation, c'est trop jeune comme technologie, c'est trop jeune comme nouveauté, et puis on n'a pas l'habitude, hein, je veux dire, c'est quelque chose que on reprend un tout petit peu la finance des dernières dizaines d'années, c'est vrai que c'est quelque chose de complètement nouveau, quelque chose qui a l'air... moi, quand j'en parle avec d'autres personnes, c'est vrai qu'ils ont peur, ils font pas confiance et c'est normal quelque part. Donc on va en effet avoir encore d'autres explosions, mais il faut qu'on soit prêt pour ça en tout cas. Exactement. Et effectivement, le maître mot de tout l'écosystème blockchain, c'est on passe de la confiance imposée. Enfin, tu vois, dès qu'on passe par un serveur centralisé, moi j'ai mes poils qui s'hérissent parce que peut-être que les mecs sont honnêtes, mais peut-être qu'ils vont se faire hacker ou peut-être qu'ils ont fait venir quelqu'un qui va rentrer dans les locaux qui va faire quelque chose. Faut arrêter avec la confiance sur les réseaux centralisés, c'est pas possible. Et ça, c'est vrai que c'est bien de se dire bon, ok, on passe sur on sait qu'on ne peut pas avoir confiance. Bon, à partir de ça, donc ça, on le sait tous. Comment on construit tout l'écosystème en fait. Exactement, c'est un petit peu ce Web 3 maintenant qui est en train d'arriver et puis il y a beaucoup de Ouais, personnes qui essayent et puis en tout cas voilà, ça va aussi extrêmement vite. Maintenant, les gens ils veulent aussi de plus en plus savoir vraiment comment on peut commencer à utiliser aussi. Parce que c'est vrai qu'en 2017, 2018, 2019, quand on a vraiment eu le début du DeFi, et c'était très complexe, hein. On ne pouvait pas vraiment l'utiliser, on ne pouvait pas plus avoir de banque, on est toujours quand même connecté quelque part. Euh, à partir de quand, si je peux revenir un tout petit peu du coup sur Arcatic aussi, est-ce que vous avez un petit peu en tête, si demain je me dis ok, moi j'aimerais beaucoup du coup utiliser tout ça, est-ce que je peux demain être connecté en fait avec ma Tesla? Est-ce que je peux demain être connecté avec mon Gmail? Quels sont un tout petit peu du coup les plans sur ce côté-là pour ouais. une personne, on va dire lambda finalement, qui pourrait être utiliser votre service? Alors, sur Gmail, bon, en gros, le gros avantage, c'est que l'industrie s'est mis un peu sur des standards qui permettent effectivement d'utiliser une authentification, typiquement avec du FIDO ou autre, hein. Donc, en gros, comme nous, on n'utilise que des cryptoprocesseurs, bah, effectivement, on est complètement natif avec ce type de technologie. Quelque part, ça va être transparent pour tout le monde. Simplement, savoir où est-ce qu'il faut que je clique dans Gmail pour pouvoir configurer mon accès. Ensuite, sur la Tesla, effectivement, là, on revient sur le monde du hardware. Et là, le monde du hardware, bah, c'est un par un. Donc ça, effectivement, il y a des équipementiers, mais par contre, ça demande à imposer le standard, c'est-à-dire que ce soit vraiment les gens qui poussent en disant, bon, c'est bon, on va pas me redonner une clé, et ainsi de suite, quoi. Exactement. Donc en fait aujourd'hui vous devez être un petit peu comme, si je peux dire, un petit peu comme Chainlink. Il y a besoin de ces intégrations. Donc vous allez devoir aussi travailler avec finalement un petit peu tout le monde et puis que les gens... Tout à fait. Ouais. Exactement, ouais. Donc c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà un petit peu des partenariats, vous avez déjà un tout petit peu des intégrations avec certaines personnes ou pas encore? Alors, on a eu la chance effectivement d'avoir été labellisé pour les JO, ce qui veut dire que, alors, ça veut pas dire qu'on y participe, enfin qu'on est sûr d'y participer, mais ce qui veut dire simplement le niveau, la maturité de la technologie est suffisante pour pouvoir prétendre à être intégrateur pendant les JO. Donc, et surtout sur le volet identification du grand public. Donc, on est vraiment sur ce volet-là, avec la blockchain et avec le dispositif. Donc ça fait partie de quelque chose qui nous tire, hein, qui nous tire un peu sur la roadmap. Et puis après, bien sûr, c'est une révolution où là, aujourd'hui, tout le monde s'intéresse aussi à la partie écologie. Et on a la chance d'être extrêmement bien positionné par rapport à ça. Et à l'identité, parce qu'effectivement, à un moment donné, forcément, cette question arrive. Et quelle que soit la blockchain, effectivement, de sauvegarder sa clé privée, bah, c'est pas forcément simple. Donc, assez naturellement, on se retrouve avec des cas d'usage qui nous arrivent quasiment tous les jours sur des gens qui veulent lancer tel ou tel type de service. Donc, bon, c'est pas la peine de donner tous les noms parce qu'effectivement, c'est un flot constant. Mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et tous ceux qui, notamment, maintenant, sont assez regardants sur les aspects cybersécurité, et bien effectivement, il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire, on peut mettre 1 million de firewalls devant notre serveur mail, mais à un moment donné, enfin voilà, la réalité est escalée. Il n'y a absolument aucun réseau aujourd'hui qui est sécurisé. Les seuls qu'ils sont les réseaux blockchain parce qu'ils partent du principe que rien n'est sécurisable et que donc à partir du moment où c'est public, ben effectivement, il faut qu'on ait mis directement sur les données les sécurités nécessaires pour qu'il n'y ait pas d'attaque. Exactement, tout à fait. On n'a pas encore beaucoup parlé du token en soi, hein, donc vous avez aussi votre propre token. Est-ce que vous avez aussi une gouvernance chez Arcatic?
Donc peut-être qu'on peut Voilà. d'abord Donc là, parler on un est en petit peu de train la de. gouvernance. Bon, Victor, je suis désolé, je prends quasiment toute la parole. Non, mais je t'en prie, écoute, c'est super. Voilà. Vu que c'est Sébastien qui a conçu, on peut voir la data qui sort et c'est ça qui est intéressant, justement. C'est de la donnée pure et justement, il faut en profiter. Donc, je C'est t'en prie. vrai. Et puis Victor a fait le plus gros travail. Il a surtout fait la relation pour pouvoir avoir cette interview aujourd'hui. Donc, donc vraiment Tout à incroyable. fait. Tout à fait. Moi, je profite du show, je suis spectateur, c'est très bien. Continuons. Tu as bien raison. Alors effectivement, côté gouvernance, c'est quasiment. Alors je vais pas parler du token, je vais parler surtout de la gouvernance et je laisserai Victor là, là c'est vraiment son domaine sur la partie token. Super. La gouvernance, c'est un des aspects les plus essentiels. C'est-à-dire comment je prouve que c'est vraiment décentralisé. Comment je prouve que le CEO d'Uniris garde pas la clé dans sa poche pour aller désactiver. Et c'est pour ça que là, on est en train de monter une fondation. Donc, on l'a d'abord créée en France, mais effectivement, c'est pas possible. Donc là, on est en train de chercher le pays d'accueil de cette fondation. Alors, il y a bien sûr la Suisse, mais il y a aussi les îles anglo-normandes qui sont plutôt pas mal. Il y a le Luxembourg aussi qui est assez intéressant. Super. Pour pouvoir justement mettre cette fondation pour que ce soit pas forcément que ça puisse quelque part, que demain on meurt et que ça continue de la même façon. Et ça demande beaucoup d'ingénierie sociale. Et donc là, on a fait un premier jet de statut qui s'appuie notamment sur le système de faute de Condorcet, donc qui est beaucoup utilisé dans le monde de l'open source, qui permet en fait d'avoir une évolution en fait de la blockchain. Alors typiquement, on dit c'est quoi une évolution de la blockchain? Ben, ça peut être par exemple de savoir le pourcentage de rémunération des mineurs et ainsi de suite. Et tout ça, c'est est-ce qu'on doit rajouter tel ou tel dispositif d'identification? Parce que c'est pareil, on n'a pas vocation à être le seul dispositif qui va sur cette blockchain. Hein. Encore une fois, nous, on en propose un, mais c'est pas du tout une tyrannie. C'est-à-dire, on le propose. Demain, la communauté pourrait dire, bon, maintenant, on n'en veut plus. Et c'est invalidé. Et encore une fois, c'est là où il faut aussi à chaque fois se poser les questions, de se dire, enfin voilà, il faut mettre aussi quelque chose en place où la majorité des personnes reprennent le contrôle complet sur cette blockchain, comme c'est le cas d'ailleurs sur Bitcoin. Alors, bon, j'aime bien à chaque fois donner un petit parallèle. Sur Bitcoin, c'est génial, sauf c'est aussi une petite tyrannie des mineurs. C'est-à-dire que si la majorité des mineurs veulent bien installer la mise à jour, la meilleure mise à jour, ben, tant mieux, mais souvent pas forcément. Et ça, c'est un problème. Parce qu'effectivement, on se retrouve avec un split du réseau. Bitcoin Cash, hein, ça c'est on va dire ça reste comme un désastre effectivement de gouvernance. Et c'est là où effectivement c'est vraiment reposer les questions. Ça dit de toute façon, ça ne peut pas être que les mineurs qui décident, il y a aussi les utilisateurs. Mine de rien, ils sont quand même là, on va dire. Ceux qui vont faire des applications en disant, enfin voilà, nous il nous faut telle ou telle chose en plus. Ceux qui ont aussi investi, parce que effectivement c'est les holders, les gros holders de Yuko, ben, c'est normal qu'ils aient aussi leur mot à dire. Et du coup, on a fait un petit package comme ça avec des systèmes de vote de Condorcet qui permet de définir un petit peu les règles. Alors là où c'est super smart, c'est qu'effectivement, il y a une fondation, mais en fait, la gouvernance, c'est on-chain. C'est-à-dire que les smart contracts, en fait, vont prendre directement en compte les votes. Ceux qui sont les gagnants des votes, automatiquement, dans le smart contract, sont les gens capables de voter pour faire évoluer ou pas tel algorithme. Ça, c'est top. Je pense que c'est extrêmement important en effet aujourd'hui. Et puis on l'a vu dans beaucoup de DAO typiquement. Ils ont fait de grosses erreurs justement, des fois en donnant trop de pouvoir, des fois aussi à la communauté. Alors c'est pas une mauvaise chose, on a l'impression, mais ça peut être une très mauvaise chose. Parce que ça peut vraiment mettre un projet malheureusement vraiment de côté parce qu'ils prennent les mauvaises décisions. Et c'est important de pouvoir bien contrôler quand même quelque part, avoir une sorte de centralisation quelque part. Parce que ça a été réfléchi et puis que ça a été mis en avant et puis que les gens ils ont été d'accord que ça se passe de cette manière-là et tant que tout se fait de cette manière un tout petit peu transparente, c'est finalement la chose la plus importante. Et puis c'est vrai que si on est plus gros token holder, moi j'ai investi 10 millions, moi j'ai investi $10, est-ce qu'on a le même vote ou pas? C'est des choses qui sont beaucoup posées comme question et c'est important en effet de pouvoir mettre quelque chose de propre en avant. Et puis, il y a effectivement, alors, alors, il y a une partie humaine, donc c'est celle-là, mais par contre, il y a toute la partie blockchain elle-même, c'est-à-dire les mathématiques restent les mathématiques, la cryptographie reste la cryptographie, quel que soit le résultat du vote, la blockchain dira, non, mais attendez, vous me demandez de valider une transaction qui ne correspond pas, qui n'est pas correcte, dans tous les cas, elle le refusera. Donc la blockchain elle-même devient aussi un élément indispensable dans la gouvernance elle-même.
Ce que j'aime beaucoup, c'est, alors je sais pas si c'est un truc un peu connu niveau statistique, on prend un gros paquet de bonbons et on demande aux gens dans la rue de dire combien il y a de bonbons dans le sachet. Hmm. Si on prend une personne, rien à voir, c'est complètement faux. 10 personnes, tout est complètement faux. 100 personnes, et ben en fait on commence à avoir le nombre exact de bonbons dans le paquet, simplement en faisant la moyenne. Je l'ai dit hier soir durant mon live, j'ai dit la même chose, parce qu'en fait on a dans le restaurant de mes parents, on a un grand bol avec tous des bouchons de vin et c'est rempli depuis maintenant des années. Il y a déjà eu des concours et puis on demande justement aux gens combien de bouchons de vin il y a dedans. Et c'est vrai qu'en effet, ou plus de personnes qui du coup plus de personnes qui vont donner un chiffre, eh ben automatiquement on se rapproche de plus en plus du chiffre exact. Et donc ça Ouais, c'est toujours quelque chose de très important à reprendre c'est des maths quelque part et c'est très tout à important fait. de les reprendre. Et c'est lié justement aux humains et puis de ce qu'on voit et ce qu'on pense. Et c'est extrêmement important. Exactement. Ouais. Ouais, C'est-à-dire si on prend c'est juste. suffisamment de personnes, elles vont, de toute façon, jamais une personne va avoir tout bon. C'est juste. Mais si on prend suffisamment de personnes, on va avoir une moyenne qui fait qu'on aura bon. Et c'est là où c'est intéressant. Et la DAO, notamment, c'est un des aspects. Mhm. Ouais, et quand on aura des millions de personnes qui vont donner leur avis, ça va vraiment être magnifique. Et exactement. Ouais, Et effectivement, donc on a prévu différents paliers, c'est-à-dire le début, on reste un petit peu quasiment les seuls à décider de tout ce qui se passe. Et en allant, on ouvre. Dès qu'il y a de plus en plus de personnes, là, on ouvre à chaque fois le plus de pourcentage de vote à la communauté. Bon, bien sûr, on regarde, hein, on n'a pas de boule de cristal. bien sûr. On ne sait pas qu'à partir de quel moment ça deviendra efficace. Mais par contre, effectivement, on le prévoit comme ça. Magnifique, super. Bah écoute, c'est vraiment top. En effet, c'est quelque chose de très important, comme tu l'as très bien dit, la gouvernance. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus apprécié aussi dans la cryptosphère, pour être honnête. Donc c'est bien de pouvoir être très transparent sur ce côté-là. Et magnifique. Bah Seb, si tu veux boire un verre d'eau, du coup, parce que maintenant Victor va pouvoir nous parler un tout petit peu de la token economics. Et du coup, Victor, je te laisse. Tu peux peut-être nous expliquer un petit peu plus, peut-être déjà sur la token economics. On peut peut-être repartir vraiment au tout début. Vous avez sûrement du coup peut-être fait une ICO, une IDO, dépendant des termes qu'on utilise aussi aujourd'hui. Quand est-ce que ça a été fait? Si on peut vite reprendre un tout petit peu aussi peut-être, juste peut-être les chiffres, donc voilà, de combien est-ce que vous avez réussi aussi à avoir en sale, en private sale ou en public sale et autres. Et puis, quelle est surtout après l'utilité finalement de ce token? Parce que c'est vrai que ces technologies et puis ce qu'on pourrait faire avec tout ça, c'est super, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire surtout avec le token en tant qu'investisseur ou en tant qu'utilisateur? Alors, c'est une question qui revient souvent, l'utilité du token. Et au niveau token economics, on a eu un rework des token economics assez récemment, donc j'y viendrai, Oh, mais donc pour reprendre depuis le début. Donc on a commencé par faire une private sale. On a levé 1,5 million. Et étant dans le début du marché bull, avec un BTC qui commençait à faire des ATH, qui avait commencé à casser l'ATH, on s'est dit que c'était le bon moment pour justement profiter de cet effet bull et lister sur le marché. C'était une belle opération parce qu'on a fait, je crois, c'est un fois 50 au listing. Donc, ça a permis voilà, aux investisseurs de faire un beau ROI. Et c'était pas un pump and dump, c'était justement une courbe croissante sur peut-être quelques semaines qui s'est maintenue et qui est descendue petit à petit au fil du temps que les gens prennent les profits qu'ils avaient réalisés. Ensuite, on a une période de stagnation qui est extrêmement healthy pour le cours du token, où justement il y a eu ceux qui voulaient prendre un profit, qui ont pu prendre leur profit et quitter le projet, d'autres qui ont pu peut-être plus se renseigner et savoir s'ils voulaient réinvestir au moment où c'était revenu à des prix qui étaient plus raisonnables entre guillemets. Donc on a vécu cette période de stagnation et ensuite maintenant on est dans un modèle entre guillemets, où ça dépend des news et le vrai tracteur derrière ça, la vraie force motrice, c'est bien sûr l'usage. In fine, ça sera l'usage qui va créer la valeur. Euh, Récemment, donc il y a bien sûr le marketing, il y a bien sûr les partenariats, il y a bien sûr l'écosystème, et il faut savoir que quand on regarde bien sûr le benchmark de tous les layers 1, on est extrêmement sous-évalué. Chose est que aussi cette année, on a vu que les layers 1 étaient un sujet qui a boomé complètement. On a eu des layers 1, des blockchains qui étaient montés pour tout type de cas d'usage. Enfin, on a du Arbitrum, du Metis, des roll-ups. Enfin, c'était extrêmement intéressant à voir. Mais les fondamentaux comme ça ne font foi qu'une fois que la vraie solution est lancée. Et c'est pour ça qu'on est toujours donc pendant un long moment, on a été sur
comment dire, une tokenisation d'une idée et de promesses. Récemment, on a pu prouver à notre communauté qui nous a fait confiance pendant une durée conséquente qu'il y avait derrière une blockchain qui fonctionnait avec la publication d'Archetic Lab. Donc maintenant, aujourd'hui, tu peux te connecter sur le testnet, faire des transactions, il y a un wallet, tu peux créer des NFT, tu peux déployer une image, un site web sur le testnet. Donc voilà, après Si l'idée, je il y peux a juste eu poser une question entre deux, du coup, c'était il y a combien de temps en arrière, du coup, l'ICO, pour se donner un petit peu une idée, du coup, en effet, entre vos promesses, si je peux dire ça comme ça, et puis donc, du coup, les résultats aujourd'hui? C'était il y a 1 an et demi à peu près. Ok, ouais, Hmm. Euh, et ok. c'était private sale, hein. On insiste bien sur pas ICO parce que Ah, ICO, il y a un cadre légal assez spécifique tout à fait. Ouais, en tout à France et c'est pour ça fait. qu'on ne Ouais, l'a c'est vrai. pas, voilà, qu'on ne l'a pas fait. Désolé, je voulais Euh, pas vous donner des problèmes. non, pas de souci. Et alors, pour reprendre, pour poursuivre sur la question qui était par rapport au token economics, Mhm. donc on a lancé avec des tokens economics qui visaient une capitalisation qui était basée sur 25 millions et on pensait faire une ICO pour lever ce montant. Au final, on a levé 1 million 5 et on a listé, ce qui fait qu'on a listé avec un market cap qui était extrêmement moins important que celui qui était prévu. Donc c'est pour ça aussi qu'on a fait des performances qui étaient celles qu'on a vues. Mhm. Par contre, les tokens économiques de base avaient été prévus avec un supply sur le marché qui aurait été la vente privée plus l'ICO. Sauf que là, on a fait un listing avec uniquement la vente privée, ce qui fait qu'on avait un circulating supply de 2% ou 1%. Ce qui faisait qu'on avait une capitalisation totale, donc total fully diluted Oui, valuation. supply, qui avait une valeur de 2 milliards. Et donc, c'était un énorme red flag. De un, parce que du côté des listings CoinMarketCap, CoinGecko, ils ne voulaient pas afficher parce qu'ils disaient qu'il y avait un écart qui était beaucoup trop grand par rapport au standard de ce qu'on peut voir sur le marché. Le standard est entre 10, 20%, 40%, 30%. Plus on en a, mieux c'est, plus c'est transparent, entre guillemets. Et donc, on avait vraiment ce problème d'écart entre le modèle avec lequel on est parti et ce qui arrivait ensuite, le listing et ensuite la valo qu'on avait potentielle sur le marché. Parce qu'en tant qu'investisseur, évidemment, bon, je me dis, il y a 2% sur le marché, il y a 2 milliards à dumper, entre guillemets, même si on avait une politique de ne pas dumper et on le communiquait à notre communauté très clairement. Voilà, en tant qu'investisseur, tu te dis, bon, bah, ces tokens, ils vont arriver d'une manière ou d'une autre sur le marché. Voilà, c'est un énorme red flag. D'où la refonte de ces tokens economics en accord justement avec ce nouveau positionnement sur le marché. Donc, on a fait quelque chose qui est assez atypique, exceptionnel, qui a été rarement fait et qui a été rarement fait surtout pour des projets, comment dire, qui ne sont pas des shitcoins. Dans le sens où on a brûlé 90% du supply. On est arrivé avec le lance-flamme, on a tout brûlé concrètement. Magnifique. Donc, c'était assez drastique, mais c'était nécessaire, ce qui nous a fait passer en tant que pourcentage du circulating supply de 2% à 20%. Mhm. Donc, on a pu rentrer dans les markets standards. On a pu justement faire une refonte sur la distribution aussi de ces tokens economics pour faire quelque chose qui était plus en rapport avec l'évolution du projet, parce qu'il y a eu un délai de 1 an entre la première opération et la deuxième opération. Et ce qui nous amène à ces nouvelles tokens economics que tout le monde peut trouver sur le site Archetic et qu'on invite chacun à aller découvrir qui sont beaucoup plus transparents, beaucoup plus appropriés avec les standards du marché et qui mettent l'utilisateur, l'investisseur au centre de cette nouvelle refonte plutôt que la société où on demandait une confiance. Voilà, donc on parlait des DAO avant, etc. L'idée, c'est de décentraliser la confiance, ne pas demander à l'utilisateur de nous faire confiance, mais plutôt prouver mathématiquement, par des algorithmes, que voilà, ils peuvent avoir confiance dans la solution et pas dans Archetic, la société, entre Mhm. guillemets. Ouais, c'est magnifique. Alors, la majorité des gens chez Cryptologique le savent, et moi je suis un grand fan des chiffres et des tokens economics. Je trouve personnellement qu'on peut retrouver énormément de valeur, ou justement très peu de valeur, dans une token economics de la manière qu'elle a été faite derrière un projet.
c'est une des choses les plus importantes parce que surtout, bah voilà, si on achète un token, bah on se considère en tant qu'investisseur ou trader, mais la majorité du temps, aujourd'hui en tout cas, on est plutôt des investisseurs parce qu'on se dit, ah, on m'a dit que c'était un bon projet. La majorité du temps, c'est comme ça. Et donc, du coup, bah, en effet, on va regarder cette token economics et le fully diluted valuation, c'est une des choses les plus importantes en effet dans un projet qu'il faut toujours regarder, non seulement de savoir combien de tokens doivent encore sortir en circulation, mais aussi de savoir comment est-ce qu'ils vont sortir. Est-ce que ça va être du staking? Est-ce que c'est de la rémunération pour l'équipe? Est-ce que c'est de la rémunération pour le développement? Et ces choses-là sont en effet très importantes. Et du moment qu'on a ces réponses sur votre site internet ou sur un white paper, c'est le plus important de mon point de vue aussi. Tant que c'est validé et on sait pourquoi il y a encore 90% même qui doivent encore sortir et puis que c'est valable, c'est important. Excuse-moi, vas-y seulement. Non, mais justement, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est peut-être important de donner quelques métriques pour ceux qui nous regardent. Ça fait toujours, voilà, c'est intéressant et ça permet de gagner du temps. L'inflation, on l'a capé à environ 10% par an. Okay. Donc, quoi qu'il arrive, là, on est à un circulating supply de 216 millions. L'inflation est capée à 10% par an et c'est ce qu'on a justement calculé pour qu'il n'y ait pas une dilution trop importante et un impact sur le marché, tout simplement. Et en termes de valorisation, donc sur le marché, aujourd'hui, on a une valo entre 30 et 50 millions en fonction des fluctuations du prix, une fully diluted d'environ 200 millions. Et ce qui est intéressant de regarder, une fois qu'on s'est mis au niveau token economics, c'est de regarder le benchmark. Et quand on regarde les compétiteurs, et on a des compétiteurs aujourd'hui qui n'ont même pas sorti de produit. Cardano, on l'attend toujours, Polkadot aussi, Ethereum 2.0, bon, ça a été délai d'un an. Voilà, et c'est des solutions qui s'améliorent, mais qui, au niveau technique, sont encore assez différentes de ce que nous, on peut proposer. Donc, on a une vraie valeur ajoutée, un vrai avantage concurrentiel, et ce qui fait qu'on est extrêmement under-evaluated. Quand on fait la Moonsheet, donc la Moonsheet qui compare Arketic aux compétiteurs et qui fait, c'est toujours sympa à regarder, ça fait du bien en tant qu'investisseur, il faut se le dire, ça calcule la valo actuelle et donc la valo des compétiteurs, et donc c'est le fois entre la valo actuelle et les compétiteurs. Et donc le premier compétiteur, on est à x6, en plus on passe ensuite à x20, à x50, à x100. Si on prend Ethereum, on est à x11 000. Donc on est sur des valos qui sont assez folles et qui permettent de recentrer à quel point on est au début du commencement de tout ça. Juste un petit mot, sachant qu'effectivement, on essaie de pas trop jouer sur les tokens economics pour justement créer de l'achat et ainsi de suite. On est vraiment persuadé que c'est l'usage. Donc typiquement, quand on va sortir la solution de mail décentralisé, mais effectivement, il va falloir avoir des Yuko pour pouvoir justement envoyer des mails. Hein. Bon, c'est pas, mais en tout cas, il faudrait être holder. Il y a plein de choses où effectivement, d'un seul coup, pour ouvrir sa Tesla, etc. L'idée, c'est que chaque transaction, le mail, etc., tout ça, c'est quasiment gratuit. Mais néanmoins, il faut quand même être holder et faire partie du réseau. Et ça, c'est une valeur énorme, effectivement, après, en termes de holding. Et c'est ça qui permet de grimper énormément. Mais nous, notre axe, c'est vraiment l'usage. Tout à fait, exactement. Heureusement, on a Victor derrière pour nous dire, bon, voilà les métriques, et il faut... Non, mais justement... Il faut, dans le white paper, notamment le white paper initial, pas le Uconomics qui a été publié récemment, Sébastien, les calculs que tu as fait, c'est en utilisant la loi de Metcalfe. Peut-être tu peux en dire un peu plus là-dessus, qui se base sur l'usage et non. Voilà. En fait, en utilisant cette loi, on avait pris en exemple effectivement les JO avec le nombre d'utilisateurs et ainsi de suite. Mais effectivement, autant on a réduit la supply que les estimations de valeur, en fait, sont les mêmes. C'est-à-dire en termes de montant. Ça veut dire que les chiffres qu'on a donnés, il faut qu'on les multiplie du coup par 10, en fait. Et c'est avec les lois qui permettent aujourd'hui d'évaluer en fait la valeur d'un token dans le temps, en fait. Bon, encore une fois, le white paper doit être mis à jour. Donc, on a simplement mis à jour pour l'instant les tokens economics. Très bien. Mais par contre, du coup, ça permet de voir effectivement à l'époque les projections qui étaient déjà intéressantes. Exactement. Mais c'est toujours bien de l'annoncer aussi. Apparemment, il y a aussi peut-être pas qu'il y a tout qui est à jour apparemment sur CoinMarketCap, c'est possible. Je sais que c'est CoinMarketCap des fois qui doivent aussi je dois tout remettre à jour. On doit envoyer des mails, etc. Je dois aussi le faire pour certaines entreprises, donc je sais exactement ce que c'est. C'est pas toujours évident. Oui. Surtout que ça change des fois.
Mais je voulais juste rebondir du coup et juste dire aussi quand même, parce que du coup, en rapport avec la valorisation quand même d'un projet, on a CryptoVector chez Cryptologique qui fait les analyses fondamentales et c'est lui qui est venu en contact aussi avec Victor et puis il va toujours chercher un petit peu les bons projets, les projets qu'on pense qui sont non seulement des bons projets, mais souvent on les appelle les petites pépites parce qu'elles sont sous-évaluées. Voilà. Donc si vous êtes aujourd'hui ici et puis voilà, nous on pense aussi souvent que c'est un bon projet et qui a en effet aussi un certain potentiel. C'est tout à fait possible que le projet il soit sous-évalué. D'ailleurs, je pense que si on a reçu 1,5 million d'investissements et que derrière, on a fait une valorisation énorme au listing, c'est souvent parce que en fait, l'ICO ou bien la private sale a été en fait sous-évalué et on n'a pas reçu assez d'argent. Souvent, c'est ça. Parce que du coup, les gens, ils rachètent après coup parce qu'en fait, ils apprennent en fait, seulement après coup un petit peu qu'est-ce que c'est finalement ce projet-là grâce à soit des influenceurs, soit parce qu'il y a déjà eu en effet de l'argent qui a été investi. Mais ouais. Pour ajouter un dernier point pour l'aspect token spéculatif, un peu voilà, DeFi de ce soir, un point extrêmement intéressant, c'est que cette vente privée, elle a été faite, il n'y a aucun VC, il n'y a aucun gros investisseur, Intéressant. il y a aucune whale, entre guillemets, on a une fourchette d'investissement, donc je vais pas donner les chiffres, mais qui est extrêmement réduite comparée. On a une répartition qui est idéale et très transparente comparée à d'autres projets où on va avoir 1,5 million. Il y a des gens qui vont avoir 200 000 ou 300 000 et du coup, il va avoir une répartition entre 4 whales et 300 petits, entre guillemets. Là, justement, on a mis un point d'honneur à ne pas faire rentrer de VC qui voulait rentrer, prendre des gros montants et Avec un qui voulait discount, dumper des x3, ressortisseurs, x4. Oui, Tout à fait. exactement. Sans ne Ils pas sont- citer de nom. Mais voilà, donc c'est un point assez intéressant quand même et qui permet parce que c'est toujours un peu la crainte, j'arrive dans un projet, ok, ça a fait fois combien, qui est riche déjà, combien ça va faire pour eux Bien une fois sûr. qu'on fait fois 10, qui va me dumper sur mon investissement, qui va sortir quand moi je vais rentrer. Donc là, ça permet d'avoir cet élément et c'est toujours important et on est fier, on le met en avant parce que justement, ça a été fait by the people, for the people. Voilà. Mhm. Ouais, c'est magnifique, ça, super. C'est important, en effet. La majorité de façon des VC ne sont pas toujours là spécialement pour le projet, mais en effet, sont souvent là pour gagner de l'argent. Il faut dire les choses. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui dans la crypto et c'est normal. Ils gagnent leur argent de leur manière à eux. Il y a aussi un risque quand même finalement derrière. Je voulais juste reposer une petite question parce que du coup, il y a quand même une chose importante. Donc, on a brûlé à peu près finalement 90% des tokens de la total supply. Donc 1,8 milliard de tokens, si je ne dis pas de bêtises. Euh, 9 milliards. 9 9 milliards, pardon. Voilà. Ok, Ah donc il y oui, avait oui. 10 milliards de base. Ok, 9 milliards de tokens. Je voulais juste savoir qui a brûlé ces tokens et puis si c'était en une transaction. Est-ce que c'était Sébastien? Alors, on l'a fait à plusieurs parce que comme en fait toutes nos, en gros, dans notre RCA, en fait, tout est loqué par des multisigs. Donc Super. effectivement, c'est pas qu'une personne, rassure-toi, qui fait les déplacements. C'était ma petite Et question piège. là, on a dû faire, je sais pas, une petite dizaine de transactions pour les brûler. Victor, c'est toi qui pourra donner les comptes à la fin. Oui, oui, pas de souci. Donc, on l'a fait en plusieurs, dans le sens où dans notre smart contract, on a déjà une segmentation qui était faite avec des wallets qui étaient loqués et d'autres non loqués. Donc, par définition, parce que on Hmm. avait créé smart contract dans le sens où on avait sécurisé une partie du montant du smart contract parce qu'on savait qu'on allait faire un swap et qu'on n'allait pas utiliser tous les tokens. Donc, si on regarde, premièrement, le code du smart contract, on verra que certains wallets ont une partie qui sont loqués par définition. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur Ethereum, quand on écrit quelque chose dans le smart contract, on ne peut pas le changer. Mhm. Donc, en fait, par définition, on a déjà une partie qui était brûlée à l'inception. Mais parce qu'on avait prévu justement de faire le swap ensuite et de rééquilibrer la chose. Euh, donc, on avait donc cette première partie qui est déjà brûlée et la deuxième partie qu'on a complétée en prenant de chaque wallet. Donc, je crois qu'on a 8 transactions ou 10 transactions pour ajuster le compte et avoir dans le black hole justement le montant associé entre, on ajoute d'un côté ce qui est loqué et ce qui est brûlé et ça nous fait 9 milliards. Magnifique. Ouais, parce qu'on a aussi rebalancé un petit peu les pourcentages dans les wallets, entre la team, Bien les sûr. advisors, toute la partie market, etc. Donc il y a eu tout ça, ça a été un peu rebalancé. Donc effectivement, ça a été un peu ajusté
Ça devait sur justement le. être une procédure qui n'était pas simple parce qu'en fait, il y a une grosse responsabilité derrière, quelque part, hein. Je le disais parce que je connais quelqu'un qui a dû faire en effet qui a dû brûler X tokens qui avait une valorisation du coup de 20 millions de dollars. Et il a dit le stress que tu as avant de brûler ces Euh, tokens est énorme en fait. Parce que tu as en je fait une. confirme qu'on a Voilà, relu. On a relu plusieurs fois effectivement les je transactions pour pense. être sûr qu'on ne fait pas d'erreur. Ouais, Tout à fait. j'ai jamais vécu ça, puis justement, c'est pour ça que je voulais surtout poser aussi la question parce que je pense que ça doit Mais, être une épreuve mais, complètement mais folle. surtout que là, c'est pas un pourcentage, c'est pas un petit pourcentage. Hein, donc, faut C'est ça. vraiment pas se rater après sur le. Ouais. Ou un zéro de trop à On la a eu fin. quelques petites sueurs, mais tout C'est allait ça. bien à la fin. Ok, magnifique, tant mieux. Tout s'est bien passé pour tout ça. Ok, bah super. Moi, je crois que de mon côté, j'ai posé à peu près toutes les questions. On va sûrement du coup laisser peut-être un tout petit peu le chat. Je ne sais pas si de votre côté, vous avez le chat ou pas. Si vous voulez l'ouvrir, vous On pouvez. le C'est voit sur. pas justement. Ah, alors en fait, c'est Oui. sur twitch.tv si vous voulez. Moi, je peux vous l'envoyer sur juste ici. Je vous l'envoie et puis comme ça, au cas où après, vous pouvez toujours. Attendez, excusez-moi. Où est le chat ici? Pourquoi je peux pas avoir le chat? Ah, c'est de cette manière. Excusez-moi. Je vais juste vous l'envoyer ici. Et puis comme ça. Ah, euh, voilà, j'en prends un, effectivement, ça y est, c'est bon. Donc, les mineurs sont propres à Alors, je n'ai pas regardé ceux d'avant, hein, je suis désolé. Les mineurs sont propres à Arctic, pas moyen de miner avec des GPU ou CPU. Alors, très bonne question. Effectivement, il n'y a pas besoin de GPU chez nous, parce qu'effectivement, il n'y a pas besoin de faire. En gros, pourquoi on a besoin d'un GPU? C'est qu'il faut faire plein de chats, de hash, de blocs de transactions pour vérifier à la fin si le nom c'est bon. Chez nous, ça marche pas comme ça. C'est une liste la proof of work, c'est une liste de clés publiques. Et une fois qu'on connaît cette liste, il faut simplement les tester toutes pour pouvoir valider la transaction, mais ça prend quelques millisecondes. Donc, il n'y a pas besoin de GPU dans nos mineurs. Donc, ça, c'est la première chose. Hein. Ça coûte, allez, 1000 balles, entre 500 et 1000 balles. Et en gros, on est en train d'essayer d'ouvrir sur n'importe quel PC. En gros, on va réutiliser aussi la loi de répartition hypergéométrique pour dire effectivement, on peut se permettre d'avoir une partie du réseau sur lequel il n'y a pas de TPM, par exemple. Donc demain, on l'ouvrira beaucoup plus largement. Et en plus, ça permettra d'éviter ces problèmes d'approvisionnement. Mais effectivement, c'est un des points. Là, aujourd'hui, on y va tranquillement parce qu'effectivement, on continue à mettre à jour les OS, à mettre à jour les librairies, ainsi de suite. Donc, ça demande quand même un accès un peu plus de proximité, hein, avec ces mineurs. Par contre, à terme, effectivement, chaque mineur, une grande partie des mineurs n'aura pas besoin du tout de prérequis hardware. Ok, magnifique, super. Et donc, est-ce qu'on peut, est-ce que tout le monde peut participer comme ça, du coup, en tant que mineur? Est-ce qu'on peut acheter? Alors, très, 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 très bonne question. En gros, si demain on dit qu'on consomme 3 milliards de fois moins, mais que d'un côté il y a 3 milliards de mineurs pour gérer 1000 transactions par seconde, ça n'a aucun sens. Donc, encore une fois, ça va consommer effectivement autant que Bitcoin ou d'autres, parce qu'il n'y aura pas de régulation du réseau lui-même. Le réseau, en fait, va apprendre en allant pour dire effectivement j'ai besoin de X plus X mineurs dans le réseau. Et c'est ça qui va c'est le réseau lui-même qui va définir le nombre de mineurs dont il aura besoin. Ok, magnifique. Parce qu'effectivement, il y a 2 points. Il y a la rémunération des mineurs, parce qu'effectivement, là, il y a une rémunération garantie aussi, hein, pour les mineurs. Mais il y a aussi le fait de consommation énergétique. Ça sert à rien d'avoir 1000 nœuds, 10 milliards de nœuds, si avec 100 000, ça suffit largement. Ouais, tout à fait, exactement. Ok, top. Alors, on va vite repartir après encore sur peut-être quelques petites questions. Je fais une petite parenthèse. Alors, Ah oui, pardon, j'ai pas fini, Anthony. excuse, Et oh puis, pardon. autre point que j'ai occulté et qui est hyper important, en fait, dans le réseau, dans la blockchain, en fait, elle utilise un algorithme de Vivaldi. Ce qui va permettre, en gros, de regarder, en fonction de où sont les personnes dans la planète, de dire, bah, effectivement, j'ai aucun nœud en Australie, bah, je vais donner une prime aux 10 premiers nœuds, par exemple, qui vont arriver en Australie, parce que j'ai besoin d'avoir plus de nœuds à cet endroit-là. Ok, je vois. Et à contrario, s'il y en a 10 000 à Bruxelles, et que sur 20 000 nœuds, ça n'a aucun sens. Et donc là, tous ceux qui demanderont, bah, il y a des chances qu'ils ne soient pas acceptés par la blockchain elle-même. Mais parce que la blockchain, ce qu'elle a besoin, c'est d'être répartie à peu près également sur la planète. Tout à fait. Ils vont pas être refusés parce qu'il y a une discrimination. Ils vont être refusés parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour la blockchain.
C'est Exactement. important de le Tout à dire. fait. La discrimination est très importante Et oui. dans la blockchain, hein, et puis on en a des fois justement, et puis c'est souvent du coup là où on reconnaît un petit peu cette centralisation. Et puis il faut juste comprendre pourquoi est-ce qu'on a discriminé un certain nœud ou quelque chose. Et là en l'occurrence, bah, c'est pour le bien de la Pareil, blockchain. on ne fait pas de proof of stake, etc. Parce qu'effectivement, c'est pas parce que tu t'es pas pu acheter beaucoup de Yuko au départ que tu t'es pas honnête pour autant en fait. Et donc on Comptabilise. essaie de Ouais, vraiment enlever ça parce que encore une fois, c'est toujours l'histoire des bouchons, tu vois, tout dans le à fait. restaurant de tes parents. À un moment donné, pour avoir quelque chose d'extrêmement sûr, bah, il faut que ta communauté soit extrêmement diverse et répartie également sur la planète. C'est exactement ça, tout à fait. Ok, magnifique. Du coup, je voulais juste faire une petite parenthèse avant qu'on parte peut-être encore sur d'autres petites questions. On a de la part de Arcatic ce soir, et c'est très sympa de votre part, et merci infiniment pour ça. Il y a un giveaway également ce soir, donc il y a eu pas mal de personnes qui ont participé sur Twitter, même pas mal de personnes du tout. On va du coup tirer au sort, donc ils vont offrir $500 à la communauté. Donc on va tirer au sort 3 personnes qui ont participé également sur Twitter, et puis il y aura 2 gagnants qu'on va tirer au sort également, qui sont en train de nous regarder sur le live actuellement, qui ont écouté du coup l'interview aussi avec nous. Et donc du coup, il y aura chacun il y aura $100 par gagnant. Et donc du coup, on va pouvoir tirer ça au sort. Et puis comme ça, après, Victor, je pense, tu vas pouvoir peut-être faire le nécessaire pour pouvoir pour le giveaway pour les gagnants. C'est super. En tout cas, merci Tout à infiniment fait. pour faire ça pour la communauté. C'est vraiment très sympa de votre part. Euh, alors, on peut peut-être regarder quelques petites questions si vous avez encore le temps, hein. Ça fait déjà un petit moment qu'on est en live. Je vois que ça fait plus d'1 heure, donc vraiment super cool. Merci d'avoir pris déjà tout ce temps avec nous. Est-ce que... Alors, je peux en prendre une? Mais avec grand plaisir. Alors justement, la question sur la VPN, c'est extrêmement important. C'est-à-dire si je dis, je prends un VPN, je prends Proton VPN, et je dis que je suis en Australie, en fait Vivaldi, en gros, calcule son algorithme pour savoir à peu près où se placent les personnes. C'est-à-dire par exemple le temps minimum de réponse, ça on peut pas l'inventer. Si on passe par un VPN, on augmente Donc par exemple, si un nœud qui est déjà en Australie, bah, il lui faut autant de temps que quand il joint à Paris, c'est qu'effectivement, il doit passer par un VPN. Hmm, Donc, en gros, par le réseau lui-même, on peut aussi savoir ça. Donc, ça se c'est détecte fou assez ça. facilement grâce à ça. Ok, magnifique. Ça, c'est assez choquant. Voilà. Et maintenant, je te laisse choisir Anthony. Je regarde. Mais il n'y a aucun problème. Je D'ailleurs, c'est prends même mieux que vous regardez parce que vous voyez sûrement des meilleures questions, peut-être même que moi. J'ai vu qu'il y avait Victor qui avait vu une question, typiquement. Alors j'en profite pour rebondir exactement. Je voulais te Magnifique. laisser en choisir une, mais tu tends la perche, donc c'est parfait. C'est la question du listing qui revient souvent. Est-ce qu'on a un prochain listing qui est prévu? Donc oui, bien évidemment. Idéalement, on fera un listing sur Binance tout de suite, soyons honnêtes et clairs. Comment ça fonctionne les listings? Il y a 3 critères. Le premier, le critère, c'est il faut donc payer le listing. Pour un listing sur Binance, par exemple, il faut poser entre 1 et 3 millions. Pour un KuCoin, il faut poser un demi-million, etc. Ici, c'est le premier critère qui est commun à tous les projets. Ensuite, il y a certains projets qui ont des rabais, etc. Mais on est quand même sur des valos qui sont assez moyennantes, ce que je viens de citer comme chiffre. Ensuite, on a le deuxième point qui est les volumes. Les volumes, donc un échange, là où il va générer du profit en tant qu'échange, il faut se mettre à leur place, c'est sur les volumes parce qu'ils vont avoir des fees sur chaque transaction. Donc l'intérêt pour l'échange, c'est de lister des coins qui ont énormément de volume et on peut le voir souvent, des coins qui lancent et qui sont listés directement sur des gros échanges. Parce que au lancement, on va avoir 5 millions de volume, même si c'est un meme coin ou un Hmm. shitcoin ou un projet qui n'a pas une vision long terme, par exemple, mais qui va avoir ce volume, donc l'échange va avoir intérêt à lister. Et donc, et ensuite, troisième point, bien évidemment, il y a la sélection et la due diligence qui est faite par l'échange sur le projet. Donc, certains échanges vont avoir des critères de sélection bien plus définis, précis, qualitatifs que si on prend un petit échange qui va lister tout et n'importe quoi. Tout à fait. Euh, donc, pour prendre le cas d'Arketic, nous, le problème, c'est pas euh, payer ce listing, c'est quelque chose qu'on a prévu, qu'on a budgété et qu'on est prêt à faire. Si c'était demain, on a tout ce qu'il faut de prêt pour le faire. Ce n'est pas non plus la sélection, parce on a pu parler avec KuCoin, on a pu parler engagé un peu avec Binance, on a pu parler avec Gates. La sélection, on l'a passé aussi également.
On a toujours un bon retour là-dessus et ça fait plaisir. Mais le dilemme, c'est bien sûr le volume de trading. Parce qu'on a une communauté qui, à la base, n'était pas très blockchain. Pour le coup, on avait peut-être 80% de gens qui, pour eux, c'était le premier investissement blockchain qu'ils ont fait à travers Arketic. Et d'ailleurs, c'est une belle aventure, une belle évolution qu'on peut voir aujourd'hui, dans le sens où cette communauté qui n'était pas dans la blockchain il y a 2 ans, aujourd'hui, on a des histoires de gens qui ont commencé avec 5000, qui ont fait des belles perfs pendant le bull run, qui ont touché 700K, 800K, qui sont spécialisés dans la DeFi, qui sont hyper pointus. Et on le voit dans nos communautés, dans les échanges qui ont drastiquement changé entre le moment T0 et le moment T plus 2, où on a voilà, un niveau de communication et de savoir sur le domaine blockchain et sur la qualité des échanges qui est vraiment extraordinaire. Et les gens qui arrivent dans cette communauté aujourd'hui, c'est d'autant plus probant et d'autant plus encourageant parce que en voyant ce niveau d'échange et cette qualité de conversation et d'éducation, bah, on peut voir que ça élève tout le monde et ça élève le niveau et d'une manière extrêmement transparente et bienveillante. Donc voilà, pour le critère de sélection, ça aussi on le passe. Maintenant, le volume, pourquoi je parlais du volume? Parce qu'on a justement cette communauté de holders, donc qui est une bonne chose hein, pour le coin, pour le prix, etc. Bon, voilà, ceux qui gagnent le plus d'argent dans un bull run, on l'a vu, c'est ceux qui hold. C'est comme dans le marché des traditionnels des actions. Les meilleurs investisseurs, ce sont ceux qui sont morts parce qu'ils n'ont jamais touché aux actions et du coup, ils ont touché le maximum entre il y a 20 ans et aujourd'hui. Ceux qui ont Voilà. perdu leur Bitcoin. Ouais. Exactement, exactement. Donc, on a ce dilemme de volume qui va être résolu par l'adoption de la communauté plus crypto, plus volatile, plus trader qui est en train d'arriver petit à petit. Donc, on a des volumes croissants, on a aussi une hype en ce moment qui est croissante, les followers sont en croissance sur Twitter, sur Telegram, sur Discord, etc. Donc, on est dans ce phénomène de boule, entre guillemets, malgré le marché. Et in fine, bien sûr, le trading volume va suivre. Mais il faut être patient et on ne peut pas négocier tant qu'on n'a pas ce trading volume. Voilà. J'ai un peu tartiné, Non, mais mais pour vraiment que les gens comprennent pourquoi on fait ça et comment ça se passe. c'est très important, je pense. Puis peut-être juste pour rebondir, du coup, aujourd'hui, votre token est sur quel DEX ou sur quel SEX Alors, exchange centralisé plutôt. honnêtement, on croit dans un avenir où il n'y a pas une seule blockchain qui va gouverner toutes les blockchains, mais plutôt un écosystème interopérable entre plusieurs blockchains qui ont leurs spécificités. Et de toute façon, c'est ce qu'on voit dans le monde traditionnel. Il n'y a pas une entreprise qui contrôle toutes les entreprises, qui répond à tous les besoins. Je pense, Victor, que tu n'as pas entendu la question d'Anthony. En fait, il demandait sur quel exchange on était listé, en fait. Oui, alors, et donc c'est pour justifier le fait qu'on soit intéressant, présent c'est pour sur ça que je l'ai plusieurs dit. blockchains. Oui, oui, c'est pour justifier le fait qu'on soit présent sur plusieurs blockchains. Donc, on a lancé sur RC20, donc on est disponible sur Uniswap. On a lancé sur Polygon, donc on est disponible sur QuickSwap. On a lancé sur la BSC, on est disponible sur PancakeSwap. Et ensuite, au niveau des échanges centralisés, on est disponible sur Probit, sur ZBTech, sur Bithumb Global. Et si j'en oublie un, je suis fortement désolé, mais c'est pour vous donner voilà, une vision claire. Ok, magnifique, super. Je pense qu'aujourd'hui, il y a typiquement ces plateformes, enfin en tout cas pour les plateformes d'échange centralisées, typiquement KuCoin, UOB. Après Binance, voilà, c'est cher, hein, c'est sûr, mais si vous avez de toute façon des budgets, c'est déjà une chose. Mais je sais qu'il y a UOB, KuCoin aujourd'hui qui recherchent énormément les projets comme les vôtres, sans spécialement poser de l'argent. Et puis, en tout cas pas pour le listing, peut-être en effet mettre de la liquidité, mais ils ne demandent pas spécialement de l'argent pour le listing si vous avez un bon projet comme le vôtre, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. En tout cas ils sont à fond sur le listing actuellement, donc ça vaut des fois la peine. Surtout que UOB, ils ont aussi un DEX, ils ont aussi leur plateforme décentralisée aussi, donc ça peut des fois être pas mal pour avoir encore plus de volume. Mais c'est déjà un très bon début, et puis en effet d'être déjà sur la Binance Smart Chain, Ethereum et puis sur Polygon, aujourd'hui de mon point de vue, c'est les plus importants, pour être honnête. Alors oui, on peut être sur la XDAI, oui, on peut être sur Avalanche, etc. Mais finalement, on va quand même toucher, je pense, 98-99% des gens si on est déjà disponible sur ces blockchains.
Ok, magnifique, super. J'ai vu quelqu'un parler un tout petit peu de l'Inde. Est-ce que vous êtes en partenariat avec quelque chose en rapport avec l'Inde? Dans les cofondateurs, effectivement, donc quand j'étais chez Orange, donc sur le déploiement d'Orange Money, en fait, je travaillais avec un fournisseur, et donc c'était Nilesh, donc un des cofondateurs. Et donc c'est pour ça qu'en fait, il y a autant l'Inde, il y a la France et l'Inde, parce qu'effectivement, lui est venu aussi avec les gens qu'il connaissait, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une société, comment dire, franco-indienne ou francophone indienne, mais Bah, ça c'est cartonne fait pour ça là-bas, que la crypto et tout, hein. De toute ouais. façon, en Inde, Et c'est un... sachant que on parle de marché en Europe, etc. Mais quand ça va s'ouvrir en Inde, mais ça va faire Là aujourd'hui, ce qu'il y a de bien d'un point de vue régulation, c'est qu'ils sont imposés à 30%. Mhm. Donc c'est très Ouais, bien, donc c'est en train d'arriver. Mais quand l'Inde va se réveiller sur la crypto, mais c'est exactement ça. Mais j'ai l'impression que c'est déjà en train de partir, non? c'est Ouais. typiquement, Nilesh est devenu un des premiers influenceurs en Inde. Ah, c'est fou Donc, ça. enfin, en tout cas, c'est hyper dynamique. Et puis là, en plus, ça nous donne à la fois le côté francophone et bien sûr anglophone. Donc, Ouais. donc c'est très bien. Tout à fait, exactement. Alors après, je ne connais pas exactement leur côté un petit peu de l'inflation dans le pays de l'Inde, pour être honnête, mais quand on voit des pays comme la Turquie aussi, où on a une inflation en 2021 qui était complètement abusif, puis que finalement on voit, boum, une explosion de personnes qui arrivent dans le monde de la crypto-monnaie en Turquie, peut-être même le prochain, pardon, prochain pays peut-être qui vont accepter une monnaie comme le Bitcoin, comme El Salvador, à cause de l'inflation. Moi, c'est ce que j'espère voir aussi par la suite, Ah, sans c'est, dire que l'inflation c'est bien. J'espère pouvoir bah, voir ça quand pour on des pays comme pense- l'Inde. ouais. En fait, avant l'histoire du Covid, on se disait déjà les économies qu'on connaît, elles vont devoir faire beaucoup d'inflation, faire beaucoup marcher la planche à billets, parce que là, il y a beaucoup de comptes qui ne sont pas joints. Là, depuis cette crise, bon, tous ceux que j'aime bien, je leur dis effectivement de plutôt regarder côté crypto, parce qu'effectivement, c'est au-delà du gain automatique, on va dire Mm. de par l'usage de tout le monde, hein. Il va y avoir aussi un écart qui va se faire avec la partie inflation. Et effectivement, Ouais, tout à fait, exactement. j'aurais tendance à dire c'est vaut mieux laisser sur un ledger quelques bitcoins que. C'est exactement ça, je suis assez d'accord. Je voulais juste Après, il remercier. faut, Ouais, excuse-moi, vas-y, c'est mon Victor. non, non, c'était juste pour. Après, il faut regarder les chiffres, par exemple, aux États-Unis, donc avec le dollar, ils ont imprimé 40% du supply en un Ouais, an. exact. Donc, enfin, faut pas être très malin pour comprendre que bah, ton dollar, il a perdu 40% de sa valeur. Si Mm. tu as, je sais pas, 100 000 euros dans une banque, bah, du coup, tu n'as plus que 60 000 euros. Mhm. Et tu as beau avoir des investissements dans l'immobilier, dans la bourse qui rapportent 10-20%, ou 5%, ce qui est déjà très bien, ou 7%, tu es extrêmement perdant rien qu'en restant dans ces investissements et en Bien sûr. restant en fiat. Donc Ouais. c'est assez fou ce qu'on vit aujourd'hui et de voir C'est que, bah, voilà, la crypto c'est a toute ça. sa place. C'est exactement ça, ouais. Dollar qui est toujours très puissant et c'est vrai que l'impact, on le voit pas toujours directement, pas parce qu'ils impriment que l'impact est tout de suite là dans l'économie, mais c'est que le temps qui nous montrera que finalement, je pense en tout cas que non seulement la crypto-monnaie a sa place, mais la technologie blockchain, on n'en parle pas, c'est sûr, enfin la blockchain, mais Ouais. ouais. Entre on va dire des écosystèmes inflationnistes et des déflationnistes, C'est bon, ça. bah, chacun fait son choix, mais effectivement, j'allais dire, C'est bon, c'est- c'est- ça semble un petit peu évident aujourd'hui, en tout cas. c'est exactement ça. Je voulais juste remercier aussi CryptoVector donc, qui partage tous les liens nécessaires, hein. Donc on a le site internet, on a le white paper, le yellow paper, le Telegram, Twitter, Reddit, le GitHub aussi, puis leur chaîne YouTube. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour aussi un petit peu de gauche à droite si vous voulez apprendre un petit peu plus. Je suppose qu'on peut aussi aller un petit peu du coup sur Telegram, hein, pour aller poser des questions si d'un coup on en a, si on n'a pas eu toutes les réponses ce soir durant l'interview ou durant le live. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour. Puis en même temps que vous participez, en même temps que vous soutenez un tout petit peu le projet, même sans investir, parce que tout simplement vous participez sur les réseaux, donc n'hésitez surtout pas à le faire. Exactement. Mm. On peut peut-être partir donc encore sur une ou deux petites questions si ça va pour vous, puis après on fait le giveaway. Très bien. Magnifique, super. Alors Parfait. ici, le projet était de remplacer le réseau Visa Mastercard, non? Je ne sais pas s'il parlait de nous, ou peut-être qu'il parle d'un autre projet. Euh, donc pour résumer, le réseau UCO a quelle Alors, utilité future? moi, je rebondis quand même sur la Ok, petite question d'avant, ok, parce qu'effectivement, elle nous plaît beaucoup.
En gros, ce qu'on pourrait faire en fait avec ce type de technologie, c'est en gros que n'importe quel doigt devienne la carte bancaire de demain. Donc et là, ça devient hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on a tout le monde est déjà équipé de naissance. Effectivement, il faut quand même équiper les vendeurs, mais par contre, tout le monde est équipé de naissance de quelque chose. Mm. Et là, c'est intéressant. Mais c'est pas notre target. Aujourd'hui, on va dire Visa et Mastercard sont plutôt faire dans l'écosystème crypto. Donc, c'est pas spécialement sur eux qu'on a jeté notre dévolu pour concurrencer. Exact. Est-ce qu'on peut encore un tout petit peu parler sur l'interopérabilité? Oh là là, j'ai de la peine toujours à prononcer ce mot, c'est horrible. Et puis du moment que je ne le dis pas bien, j'avais pas réussi à le dire. Interopérabilité. Ouais, j'ai de nouveau pas bien dit, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut encore parler un tout petit peu de ça en rapport avec les smart contracts, le token et avec les autres blockchains? Ouais. En gros, on a simplement rajouté en fait dans les smart. Alors, on est en train de le rajouter. C'est une partie qui est un petit peu où on va pouvoir interroger des systèmes externes. Typiquement, je peux lancer un smart contract parce que je reçois un virement. Ça, c'est des choses qui semblent super sympas et du coup, c'est ça qu'on va essayer de mettre en place. Donc, bien sûr, de la même façon, dès qu'il y a une transaction sur un Bitcoin, et ainsi de suite, de faire quelque chose. Donc, on s'en sert en trigger. Et après, sur l'interopérabilité, on fait aussi des bridges, mais après, je ne sais pas exactement ta question. Effectivement, qu'est-ce que tu entends par interopérabilité? Ouais, alors Je peux te répéter le mot. Hein. Ouais, non, mais j'ai vu avant une question justement, et puis je voulais rebondir un petit peu dessus, mais je n'ai pas retrouvé la question. Je crois que c'était Abyss, je crois qu'il avait posé une question là-dessus. Peut-être Sébastien, tu peux introduire la notion de keychain qui permettent justement de... Oui, alors sur l'identité, oui, effectivement, là, on travaille beaucoup dessus, sur le fait que, effectivement, un peu ce que je disais tout à l'heure, entre une identité Gmail, Facebook, etc., mais effectivement, cette identité, une fois qu'on est sur identifié en tant qu'uniris, effectivement, on puisse s'identifier partout. Et puis après, effectivement, les smart contracts, alors je dis pas qu'on va faire un DEX, mais quelque part, les smart contracts sont capables d'en faire. Ok. Mais là, ça risque d'être devenir effectivement encore un cran sympa dans cette histoire. Tout à fait. Donc, ce qui n'est pas encore aujourd'hui, hein, c'est quelque chose qui est peut-être là pour. Oui, voilà. Par la C'est pas l'urgence. Là, déjà, on Tout à fait fait. on fait une blockchain qui est super, super solide, Mm. avec l'hébergement de web, avec les mails, et après, bien sûr, on viendra sur d'autres cas d'usage plus globaux. Ok, magnifique, super. Typiquement, quand je te dis que tu relis l'arrivée d'un virement bancaire avec un smart contract, bon, bah déjà, tu as quelques notions de DEX dans l'histoire. Bah, tout à fait, exactement. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a toujours encore ce lien avec les banques, il y a toujours encore quelque part un lien. Mais c'est des euros. Mais effectivement, alors peut-être que demain, effectivement, on va avoir enfin nos crypto-euros, nos crypto. Mais effectivement, une fois qu'on les a, alors là, ce sera vraiment hyper rapide, hyper simple. Tant que c'est pas l'euro numérique de Christine Lagarde. Ouais. À voir. Ouais, ouais. Bon, de toute façon, effectivement, je pense que vaut mieux rester un petit peu pour l'instant dans la sphère crypto et puis après les laisser venir au moment où ils auront compris que c'est comme ça que ça ira après. Ok, exactement. Alors, juste ici, peut-être encore une petite dernière utilité, géniale, mais avec qui pourriez-vous vous associer pour mettre en place cette magnifique fonction? Sécuriser des fichiers, s'en servir pour ouvrir une porte. Donc, en gros, c'est vraiment les intégrations, les Ouais, partenaires. voilà. En gros, alors tout bêtement, alors ça a l'air hyper compliqué, c'est un peu moins compliqué que ce que je disais tout à l'heure. Simplement, en fait, typiquement, bon, en France, on connaît bien Valeo, qui est un intégrateur, par exemple, dans allez, 90% des voitures, et ainsi de suite. Donc, ça rentre dans leur catalogue, et ensuite, c'est déployé petit à petit sur l'ensemble des voitures. Donc, c'est ce type de partenariats qui sont intéressants à mettre en place, mais qui se font petit à petit. En général, ça commence par un constructeur type Tesla ou autre, parce qu'il va vouloir apporter une nouveauté que les autres n'ont pas en termes de sûreté de sa voiture, et ainsi de suite. Le fait d'échanger, par exemple, une fois qu'on a dit qu'on s'identifiait de façon décentralisée, ça veut dire que je peux laisser un smart contract sur ma voiture, je la laisse dans la rue, je dis qu'elle est disponible de telle heure à telle heure, je donne 2-3 consignes sur le profiling de la personne, est-ce que c'est quelqu'un de confiance, ainsi de suite, et le prix à l'heure, et basta. Donc ça, c'est des choses qui seront... tout ça, ce sera des smart contracts, en fait. Et c'est ça qu'on essaie de mettre en place.
Bah, tout à fait, exactement. Et ça, c'est vraiment magique. Ça, c'est exactement le monde que je voudrais avoir demain. Donc, Ouais, nous aussi, en fait, ouais, si tu veux, tout bêtement, je pense que toi, on peut se poser la question, pourquoi tu es entrepreneur, etc. Franchement, si quelqu'un l'avait fait, franchement, j'aurais été trop heureux. ouais, c'est ça, exact. Bah, en fait, Il y souvent, a on fait des personne qui projets l'a parce fait, que vu que franchement, personne ne le c'est trop bien. fait, ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Et vu que personne ne le fait, bah, il faut bien le faire. Il faut bien que quelqu'un le Exactement. fasse. C'est ça. Mm. On va pas laisser ce monde dans cet état quand même. Ah bah magnifique. Et puis on vous remercie pour pouvoir essayer en tout cas de mettre des jolis projets comme ça en avant parce que c'est exactement ce qu'on veut. Et que ce soit même un côté spéculatif en tant qu'investisseur, je pense que même si on ne veut pas spécialement participer pour X raisons, mais qu'on pense qu'il y a un joli avenir, bah, en tant qu'investisseur, on peut aussi spéculer là-dessus. Et donc ça permet vraiment à tout le monde aussi d'avoir un petit peu un pied dedans. Donc ça c'est vraiment Mm. super cool. Tout à fait. Ouais. Ok, bah, de toute façon, je pense qu'il y aura toujours un petit peu des questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas, sauf si d'un coup vous voyez quelque chose de très intéressant, hein, mais sinon, n'hésitez surtout pas à aller sur leur Telegram, d'aller poser des questions. Naturellement, on a aussi toujours sur notre Discord, vous pouvez aussi, à nous, chez Cryptologique, toujours aller poser des questions. On vous répond avec grand plaisir aussi sur le projet. Et puis comme ça, bah, nous, on va aller faire ce petit giveaway. Est-ce que vous restez avec nous pour faire le giveaway? Ça va prendre à peu près 3 à 5 minutes. Ah, bien sûr. Oui? Ah, magnifique, super. Comme ça, on va regarder ça directement aussi ensemble. Et on est de nouveau en live au cas où. Bah, je suis navré pour ce problème technique. Désolé pour ça. Je me permets du coup quand même de revenir déjà là-dessus. Alors, je ne sais pas si Seb va revenir ou pas. Oui, je viens Euh, de le ping, il arrive pour le coup. ah, mais c'est incroyable. Alors du coup, on va regarder tout ça. Pour l'instant, je peux préparer. Désolé toute la communauté pour ce bug. Je vais prendre du coup le chat ici. On va juste attendre Seb. Et puis comme ça, après, on peut faire le giveaway. C'est la météo suisse qui est un peu Mais, capricieuse mais du je coup. sais pas, c'est complètement fou. En plus, il y a pas de vent, il n'y a rien. Enfin, je crois qu'il y a tout qui se passe correctement. Je crois qu'il y a vraiment une grosse coupure. Il n'y a plus rien qui fonctionnait. Et puis ouais, voilà. C'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'avoir des coupures comme ça. Et puis c'est quelque chose qui est très désagréable parce que finalement, c'est notre outil de travail, l'Internet. Donc, surtout quand on fait du streaming. Oui, surtout en live comme ça avec un C'est timing ah, incroyable. bah, bien sûr, ouais. Alors, au moins, on a eu la présentation du projet. Les gens, ils savent ce que c'est à peu près maintenant quand même archétype. Alors j'arrive Non, non, juste. mais c'était top et très professionnel. Mais tu m'avais dit que tu avais quelques anecdotes comme ça intéressantes. Écoute, ça en fera une pour que Ça en le monde fera une se en plus souvienne. sur la liste du coup. Voilà. Exactement. Oh là là. Ouais, on n'en manque pas en tout cas. Voilà, les gens ils arrivent. Ok, super. C'est vrai qu'il y a eu une coupure qui a duré quand même quelques minutes, donc c'était assez embêtant. Ce que je peux peut-être proposer, c'est qu'on parte du coup déjà peut-être sur les giveaways de Twitter. Du coup, je vais juste revenir en arrière et puis comme ça, on va On peut recommencer. commencer, hein. Oui, voilà, Voilà. exactement. Alors, on va recommencer à zéro. Donc, on va reprendre le tweet. On va load le tweet. Donc, c'est bien. Hop, on va reprendre ici. 3 gagnants. J'ai cru que t'étais reparti. Non, non, je suis toujours là. Je vais essayer de parler constamment comme ça, au moins il y a. Non, non. Ah, pas de souci, pas de souci. Donc, on a en effet ce tweet ici. Donc, on va tirer au sort 3 gagnants qui ont participé sur le Twitter. Au moins une semaine de compte pour éviter les bots. On va tirer au sort du coup pour 3 gagnants, les amis. Donc, c'est bien celui-ci, magnifique. On a à peu près 930 participants pour ce giveaway-là. On va tirer au sort, mais il y a des chances que dans les 930, il y a des gens peut-être qui ont peut-être pas suivi non plus votre compte ou vice-versa, ou bien peut-être le compte Logic Crypto. Et si c'est le cas, eh ben, ils seront directement éliminés automatiquement par le tirage au sort. Donc moi je vous dis bonne chance à toutes et à tous. Et puis on va tirer au sort déjà les 3 premiers gagnants. C'est parti. Donc les 3 gagnants c'est... Ah bah alors on a Seb, je vais juste ajouter Seb en même temps. Sébastien, resalut à Pas le toi. moment. Parfait. Je suis navré, je ne voulais pas partir avec les 500 $. C'est promis. Une coupure d'internet au pire moment. Ouais, c'était smart, hein, c'était smart. C'était pas mal, hein. Ouais, j'ai bien réussi. Non, navré pour ça, pour ce problème technique. On vient de tirer au sort à l'instant même. On a donc les 3 premiers gagnants du coup déjà sur le Twitter. On vient de le faire avec du coup Victor, on s'en a pris un petit peu d'avance. Donc on a Averil qui a gagné, on a Cryptope et puis on a West Echo. On a Akira qui n'a pas gagné parce qu'il ne suivait pas votre compte. Donc voilà, ça c'est les termes du jeu. Donc malheureusement quand on
respectent pas les règles, eh ben, malheureusement, on peut pas toujours gagner. Donc, dommage pour toi, Kira. On va du coup juste envoyer un petit message aux 3 gagnants. Comme ça, on a les comptes. Et puis, comme ça, après vous pouvez... Enfin, je vous partagerai également les comptes. Je leur envoie juste un petit message en leur disant bravo. Bravo, tu as gagné 100 $, Hugo, de Arketic. Et pour information, ça sera donc des Yuko sur Polygon. Donc adresse MetaMask classique fonctionne parfaitement. Magnifique. Sur la blockchain Polygon. Avec plaisir que tu me partages ton adresse Smart Chain. Ou sinon, tac. Comme ça, alors premier gagnant, après on a... Ah non, on a déjà ouvert, pardon. Donc ça c'était West Hope. Après on a Crypt Hope, bravo à toi aussi pour 100 $. Également, et puis on a Avril qui a déjà gagné en plus il n'y a pas si longtemps je crois, mais c'était pas sur Twitter mais sur Twitch. Alors de nouveau bravo à toi, tu viens également de gagner 100 $ aussi. Je vous repartagerai de toute façon après aussi les comptes, hein, comme ça vous pouvez aussi aller rechecker aussi. Et puis on va du coup aussi tirer au sort maintenant pour 2 gagnants sur le Twitch qui sont en train de nous regarder actuellement en live. Et donc on va devoir spam sur le chat. Vous allez spam Arketic, pas besoin de mettre de majuscules. Et puis comme ça vous pouvez tout simplement spam dans le chat Arketic comme d'habitude. Et puis dans une petite minute on va tirer au sort du coup 2 gagnants. Bonne chance à toutes et à tous pour ce tirage au sort. Pour l'instant, voilà, pas juste Arc, mais Arc éthique. Est-ce que Victor, je t'envoie peut-être les 3 comptes ici, les 3 comptes gagnants. Est-ce que c'est toi qui vas t'occuper des giveaways ou Oui, comment tu voudrais faire? Vu que tu les as contactés, tu vas recevoir les adresses. Si tu me communiques directement les adresses, ensuite moi je fais les transferts, c'est parfait. C'est super, parfait, magnifique. Alors comme ça, moi de toute façon j'attendrai aussi. Et puis si dans quelques jours on n'a pas de réponse d'une personne, on va sûrement retirer au sort durant un prochain live une fois pour faire le giveaway d'une personne malheureusement voilà, qui a pas gagné. En général on attend quand même une semaine. Ça permet vraiment à tout le monde de pouvoir participer. Voilà, n'hésitez pas à spam Arketic histoire que l'algorithme comprenne que ce soir on a eu une interview avec Arketic. C'est toujours bien que Twitch comprenne un petit peu. Et puis, je voulais aussi vous poser la question, vous avez déjà eu donc une présentation aussi, je crois, par Asher, c'est juste, de votre projet? Oui. Et puis, est-ce que vous avez aussi d'autres personnes qui ont parlé un petit peu sur le côté francophone, un petit peu de votre projet? Alors, côté francophone... Cryptomatrix? Ah, Ouais, en fait, il y en a pas mal. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est pareil, il faudrait faudrait qu'on les contacte. Mais il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais par contre, j'ai pas les noms là. d'autres personnes sur YouTube et comme ça, tu veux Ouais, dire? Ouais, ouais, ok, ouais, un peu partout. Et du coup, ouais, c'est vraiment top. Et franchement, on est hyper content quand on les voit. ouais. Et Bah, ils vont chercher des bons projets aussi, hein, c'est sûr, exactement. Bah, c'est magnifique ça. ouais. Allez les amis, on va tirer au sort dans à peu près 10 secondes. Je vous laisse encore juste le temps d'écrire sur le chat Arketic pour pouvoir participer. Et puis on va tirer au sort 2 gagnants pour pouvoir gagner également chacun 100 $. Du coup on a un peu moins de participants à cause de la coupure d'internet. Je suis navré pour ça encore une fois. Allez, c'est parti les amis. Dans 3, 2, 1. C'est parti, bonne chance à toutes et à tous. Le premier gagnant c'est Dolswin. Bravo à toi. Je te laisse juste, il est encore en train de spam, on voit. Donc n'hésite pas à mettre un petit message pour nous montrer que tu as bien vu, que tu as gagné, un petit coucou, un petit merci, un petit quelque chose. Et puis après, je te laisse également contacter soit Cartel ou sinon Victor si tu es sur Cartel, c'est notre community manager. Ou si toi, Victor, tu es par exemple sur Twitch, peut-être qu'on peut directement te contacter sur Twitch, en l'occurrence, comme tu préfères. Alors je ne le suis pas, mais justement on va faire le même procédé dans le sens où si tu récupères les adresses, tu m'envoies les adresses. Moi, je fais les Magnifique, virements super. dès que j'ai les adresses. Comme Alors ça, je tout le vais... monde est content. C'est super. Alors, je vais demander à Cartel si c'est possible ou sinon à Dolswind. À Dolswind, tu peux contacter également Cartel qui est sur le chat. Et puis, comme ça, tu peux juste donner ton adresse MetaMask. Ça va être parfait, ton MetaMask. Et puis, comme ça, tu auras sûrement le réseau Polygon par-dessus. Et puis, on va tirer au sort la deuxième personne. Courage, bonne chance à toutes et à tous. C'est parti. On a Alcrip. Bravo à toi. Qui vient également gagner 100 $. Bravo à toi, Alcrip. N'hésite pas à mettre un petit message sur le chat aussi avant qu'on fasse un roll it again. Tu viens de gagner aussi 100 $ de la part de Arketic. En tout cas, encore un big up à vous pour ça. C'est vraiment super cool.
C'est exactement ce qu'on aime faire pour la communauté. Un grand merci. Bah, super, magnifique. Alors, du coup, tu pourras faire la même chose aussi, contacter Cartel s'il te plaît. Ou Cartel, tu peux contacter Alcrypt. Et puis comme ça, on va pouvoir récolter votre adresse MetaMask ou une adresse Polygon pour recevoir justement les tokens. Super, moi je vais juste enlever ici l'écran. Comme ça, on peut quand même finir ce live avec un au revoir au moins, un minima. Oui, tout à fait. C'était un petit peu hardcore et j'avais un petit peu peur que Internet n'allait pas revenir. Donc Si, si. voilà, super. En tout cas, un grand merci pour vous. Déjà, encore une fois, pour le giveaway, c'est vraiment exactement ce qu'on demande aussi un petit peu aux gens, c'est de pouvoir repartager aussi avec les gens qui finalement participent, à venir écouter, à vouloir apprendre et voilà, de partager un tout petit peu aussi des projets comme ça sur les réseaux et un petit peu d'en parler. Et puis là, c'était un très joli giveaway de votre part. Je voudrais Merci aussi. à toi. Moi, c'est avec grand plaisir, hein. Vous êtes toujours après maintenant le bienvenu aussi pour revenir une fois chez Cryptologique. Si demain il y a quoi que ce soit comme grand update ou quelque chose d'important, si vous décidez de rebrûler 90%, 90% des tokens, faites-moi signe. Ouais, alors, Je sais que ce ne sera pas le cas. je préfère la première partie là. Voilà, des updates. Mais en tout cas, vous pouvez toujours après nous recontacter. Et puis, ça avec grand plaisir qu'on refasse du coup volontiers une petite interview pour donner un update naturellement à la communauté et de voir un petit peu les avancements. Et si d'ici 6 mois, j'entends rien de votre part, moi, je pense que je vais vous recontacter. Et puis, comme ça, on va pouvoir voir un petit peu ce qu'on peut voir sur le côté de l'avancement de votre projet. On aime bien justement avoir toujours un petit peu un œil dessus. Et puis Victor, Sébastien, un grand merci d'avoir participé ce soir, c'était vraiment super cool. Et puis vraiment, on a vraiment pu apprendre beaucoup de choses. Moi, je me réjouis énormément, pour être honnête, je n'étais pas à fond derrière votre projet. Maintenant, je vais clairement aussi regarder. Je vais aller regarder aussi du coup un petit peu le token en soi, ça peut être assez intéressant pour moi. Et puis moi, je vous dis courage pour tout le reste. Je pense que vous êtes en train de bosser comme des fous aussi. Donc, Ouais. donc courage avec tout ça. Et puis je me réjouis de voir vraiment l'avancement de votre projet. Merci encore à toi, hein. Et merci à tous ceux qui ont suivi. Magnifique, super. Je vous souhaite une excellente soirée. Victor, Sébastien, à tout bientôt. À très vite. Merci beaucoup. Ciao. Au plaisir, hein. Merci beaucoup. Ciao, ciao.